Bonjour tout le monde, Serge Bonin sur la page de la chaire publique Alliés pour cette troisième et dernière conversation en marge du G7. Donc on ne parle pas nécessairement uniquement du G7, mais on parle de sujets que le G7 devrait aborder, ne le fera pas nécessairement, mais enfin, ça devrait être les préoccupations. Cet après-midi, je suis avec Yves Hallé et Kamel Béji. Merci beaucoup d'être là tous les deux. Merci. On parle évidemment d'équité, égalité, inclusion. Ça implique plusieurs thèmes et on va discuter un peu de tout ça ensemble. Ce projet-là, En marge du G7, c'est en collaboration avec le vice-rectorat à la recherche, à la création et à l'innovation de l'université. Donc, c'était un peu leur idée. Ils voulaient faire quelque chose pour le G7 et je leur ai proposé, pourquoi pas des directs comme ça avec des profs pour mettre l'expertise universitaire de l'Université Laval en valeur. Alors, on commence tout de suite dans le vif du sujet. On va parler des hommes et des femmes, de l'égalité homme-femme. C'est un sujet... on est assez fiers au Québec de ce qu'on a accompli en termes d'égalité homme-femme, mais il y a encore des progrès à faire. Bon, on a vu qu'il y a encore une étude de l'Institut de la statistique qui est sortie récemment. Le tableau est là ici et qui montre qu'il y a encore une grande disparité de revenus de l'ordre d'à peu près en moyenne 9 000 $ sur le revenu médian entre les hommes et les femmes. Donc, la question est assez large, mais le maintien de l'équité salariale en général dans le monde et ici au Québec, où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres pays et où est-ce qu'on s'en va avec ça? Écoutez, c'est une question fondamentale et très importante, le maintien de l'équité salariale. Vous savez que certains pays ont eu des lois sur l'équité salariale, dont notamment la province du Québec et au Canada. Je vais parler de la province du Québec parce qu'il y a des lois différentes, les approches sont différentes d'un pays à l'autre. Donc, je vais me concentrer sur la province de Québec. Il y a évidemment eu un récent jugement de la Cour suprême, ça fait une semaine, ça a passé sous le radar, qui a déclaré inconstitutionnels les articles de la loi sur l'équité salariale relative au maintien de l'équité salariale. Donc ça, c'est fondamental. D'autre part, ce qui amène l'élément fondamental aussi, c'est que le maintien d'équité salariale permettrait en quelque sorte, si c'est bien fait, d'institutionnaliser l'équité salariale à l'intérieur des systèmes de rémunération. Là où s'est créée antérieurement la discrimination dans les systèmes de rémunération, il faut impérativement que les systèmes de rémunération puissent, par exemple, intégrer tous les principes, les méthodes, les outils qui ont été utilisés pour réaliser l'équité salariale. Parce que c'est pas une fin en soi. On ne réalise pas l'équité salariale puis on dit c'est terminé, les réaliser. Il y a un maintien qui doit se faire de façon continue et cela doit transparaître dans les systèmes de rémunération. Ça m'apparaît très fondamental et c'est là que le bas blesse. Comme je vous disais, la loi sur l'équité salariale a été déclarée anticonstitutionnelle. Il y a eu plusieurs changements. Donc, moi, je souhaite ardemment... Les éléments qui ont fait que ça... Notamment, c'était un maintien périodique. Donc, ça voulait dire qu'on faisait l'exercice d'un maintien à tous les 5 ans. Okay. Donc, ce qui pouvait dire que s'il y avait un écart de discrimination qui se réalisait dans l'intervalle, elle n'était pas corrigée. Donc, on tolérait une forme de discrimination à l'intérieur d'un écart salarial. Puis quand vous prenez l'article 1er de la loi qui dit corriger les écarts salariaux dû à la discrimination fondée sur le sexe, donc c'était évident qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Aussi, il y avait des mécanismes de participation qui n'étaient pas nécessairement intégrés. Donc, le législateur, le prochain gouvernement, on ne sait pas trop c'est qui, va être pris avec ça. Il va falloir qu'il réagisse parce qu'il y a un pan de la loi sur le maintien qui est déclaré inconstitutionnel. On verra, c'est un dossier à suivre. La clause dérogatoire peut s'appliquer pour ce genre de truc-là? Non, elle ne peut pas s'appliquer. C'est une loi, il va falloir qu'il y ait une réaction à quelque part. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que c'était pas très clair ce qu'il y avait à faire et ça permettait pas de corriger la discrimination. Puis moi, je pense que sincèrement que ça doit être vraiment intégré dans les systèmes de rémunération. On verra comment qu'on va réagir, mais c'est majeur. C'est vraiment majeur. Je ne sais pas le portrait dans les autres pays par rapport à l'équité salariale. Ici, au Québec, en Amérique du Nord, on a un régime des relations de travail décentralisé. Ça se fait entreprise par entreprise. Okay. Il y a certains États que ça se fait au niveau plutôt national. Donc, les corrections se font plutôt au niveau national. Donc, je pourrais pas parler du portrait... c'est une vérification, donc ça fonctionne. Oui, ça fonctionne bien. Je pourrais pas parler du portrait international, mais au Québec, effectivement, c'est une question très importante, le maintien de l'équité salariale. Voilà, je pense que j'en ai dit beaucoup. C'est déjà pas mal. Ouais. Puis au niveau du féminisme...
La question c'était, est-ce que le féminisme, c'est un combat éternel pour les femmes? Est-ce que... Je ne sais pas si c'est un combat éternel. Je pense que ça a une importance pour faire bouger des choses. Puis il faut faire attention aussi au niveau du féminisme. Je retiens souvent qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'une conception, que c'est un bloc monolithique. Hein. Il y a plusieurs conceptions du féminisme. Il y a des conceptions marxistes, il y a des conceptions, etc., avec certaines approches, avec certains fondements théoriques et philosophiques. Il faut faire attention quand on parle du féminisme. Mais je pense que c'est nécessaire dans la mesure où on fait bouger des choses. Donc, ça a emmené des lois, ça a emmené des changements sociaux, et je pense que ça m'apparaît nécessaire, dont notamment la loi sur l'équité salariale dont on a parlé tantôt. Puis est-ce qu'il y a suffisamment accès pour les femmes au marché du travail? L'accès, mon collègue économiste pourra en parler au niveau de la représentativité, mais je pense que le marché du travail est quand même assez ouvert au niveau des femmes, sauf qu'il y a une tendance à se concentrer dans des types d'emplois particuliers, dont notamment les emplois qu'on appelle du care, du prendre soin. Donc, une concentration, concentration importante. Je ne répondrai pas au débat à savoir si c'est un choix conscient ou non. J'interroge ce choix inconscient-là, en quelque sorte. Ça, c'est toute une autre question. Je vais laisser ça à d'autres collègues. Mais il y a quand même une concentration dans ces types d'emplois-là qui fait qu'évidemment, ça a un effet sur la rémunération et tout ça. Et il y a d'autres phénomènes qu'on remarque, notamment dans des secteurs qui sont nombreuses, comme notamment le secteur financier. Sauf qu'il y a des phénomènes qu'on appelle comme le plafond de verre, qui ne réussissent pas à traverser les emplois de direction, les emplois de haut cadre, des emplois de décision. Donc, il y a encore des résistances par rapport à certains milieux. Mais le milieu a tendance... Le marché du travail est quand même ouvert, mais il y a quand même des problématiques qui demeurent au niveau de l'accès à différents types d'emplois et au niveau de la rémunération, évidemment. De ce côté, avez-vous quelque chose à ajouter au niveau de l'accès des femmes au marché du travail? En fait, je vais juste ajouter un mot, c'est que la discrimination dont les femmes peuvent être victimes ne sont pas juste salariales. Des fois, il y a des discriminations cachées qu'on ne voit pas, et des fois, elles sont même des discriminations systémiques qui sont inhérentes aux politiques publiques. Je peux vous donner un exemple. La dernière réforme de l'assurance emploi de 2013, justement, elle oblige les personnes à occuper un emploi, même si c'est pas dans leur domaine, et dans un rayon de 100 km ou 1 heure de déplacement. Et toutes les études montrent, surtout dans le courant féministe ou autre même, montrent que ce sont surtout les femmes qui subissent justement ces problématiques-là, parce que c'est elles souvent qui vont chercher les enfants à la garderie, c'est elles qui doivent faire le déplacement, et du coup, c'est elles qui ont plus de chances de se trouver dans des emplois précaires, parce qu'elles sont obligées de prendre des emplois qui sont pas dans leur domaine, justement pour éviter toutes les problématiques associées à la conciliation travail-famille. Ça, on ne le voit pas, on ne le dit pas assez, on ne le voit pas dans les écarts de salaire, mais c'est un fait. Autre chose qu'on ne voit pas souvent, moi j'ai fait des études sur la formation continue et la loi du 1%, et on voit que ce sont plus les hommes qui ont accès à la formation continue que les femmes. Ça, on ne le voit pas, mais en faisant l'hypothèse que accès, donc pas à la formation, qui décide d'y aller, mais qui pas qui décide, c'est-à-dire parce qu'en général la décision de suivre la formation associée à la loi du 1%, elle émane de l'employeur, fait que avec l'employeur, donc c'est l'employeur qui décide qui va se former. Et sachant que plus on se forme, plus on a des chances d'accéder à des postes plus importants, là on le voit pas, cette discrimination là, encore une fois. Et quand on voit le marché de travail aujourd'hui, quand on voit les écarts, il n'y a pas des écarts importants au niveau des taux d'emploi ni au taux de chômage. Par contre, quand on voit la qualité des emplois, il y a une surreprésentation des femmes dans les emplois à temps partiel. Et c'est pas juste au Québec. On parle souvent, juste pour donner des comparaisons internationales. Mais c'est pas nécessairement par choix, ça? J'y reviens. Si on fait des comparaisons internationales, on voit l'Allemagne, par exemple, qui est citée aujourd'hui comme un exemple au niveau de la baisse du taux de chômage, etc. Mais quand on voit les heures, le nombre d'heures travaillées, il a baissé le nombre d'heures travaillées, et particulièrement pour les femmes. C'est-à-dire, les femmes sont plus assujetties à la question du travail à temps partiel. On arrive avec la question, est-ce que c'est un choix personnel ou une contrainte? Là, c'est problématique, parce que à partir du moment où on dit c'est la femme qui est en général plus impliquée dans le couple et plus impliquée dans les activités familiales, est-ce que c'est vraiment un choix ou c'est vraiment une assujettissement social quasiment? Ça, c'est toute la question. Est-ce que c'est un choix ou pas? Et non, justement, comme vous le savez ou pas peut-être, parce que dans la comptabilité nationale aujourd'hui, dans les sondages, on demande à la personne
personnes depuis les années 90. Est-ce que c'est un travail temps partiel choisi au contrat? Mais on voit que le temps partiel contraint pour les femmes est supérieur au temps partiel contraint que les hommes. Okay. Donc, il y a des problématiques qui sont cachées, mais c'est comme un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Donc, le combat, justement, des femmes pour le marché de travail, il est loin d'être fini. Aujourd'hui, on a des collègues au département qui travaillent beaucoup sur le renouveau syndical, justement, sur la question du leadership féminin. Et puis, aujourd'hui, il y a quand même une problématique pour les femmes s'imposent au syndicat. Moi, je travaille beaucoup sur les questions de l'immigration. Aujourd'hui, les femmes immigrantes qui arrivent sont traitées dans un cadre de discrimination systémique comme les femmes qui arrivaient à 30 ans, ça veut dire à des femmes qui n'avaient pas de diplôme. Or, les femmes qui arrivent aujourd'hui sont des fois plus diplômées que les hommes. Et là, on parle de femmes, on parle de 15 000 personnes qui arrivent par année, 10 à 15 000 personnes, femmes qui arrivent et avec lesquelles on agit avec des outils qui sont complètement désuets. Donc, il y a des formes de discrimination qui font que le débat et le combat des femmes, pour répondre à votre question initialement, est loin d'être fini. OK. Et dans les autres pays, en comparaison pour le marché du travail, est-ce que c'est... Oui, je vais prendre ce qui est comparable. Je vais pas aller dans les pays en développement et un débat quand même culturel qui est là, mais qui bouge quand même, mais qui est quand même encore là. C'est-à-dire, oui, qui donne à la femme le rôle second quasiment. Mais si on prend les pays, comme j'ai donné le cas de l'Allemagne, le cas de la France, aujourd'hui, la femme doit se battre parce qu'elle n'est pas présente dans les postes de direction encore. Donc, si je prends le cas, on a parlé tout à l'heure du cas américain aujourd'hui, eh ben, il y a des problématiques de machisme en milieu de travail qui existe au Québec encore. C'est-à-dire quand on fait le tour des PME aujourd'hui, on a fait une étude l'été dernier sur la gestion des diversités et les femmes, ça fait partie de la diversité. Et puis j'étais surpris qu'on me dise encore, avant d'arriver à la question de discrimination avec les immigrants, aujourd'hui il y a beaucoup de comportements de machisme vis-à-vis des femmes sur le plancher. Donc le combat est loin d'être fini. On peut parler aussi du traitement des femmes en politique. Je ne sais pas qui veut se lancer là-dessus, mais du traitement par les médias aussi, mais aussi par les collègues. Je ne sais pas au niveau du traitement politique, mais il est clair pour moi que le changement passe par la politique, en fait, passe par la représentation et passe par la possibilité de prendre des décisions qui touchent les femmes, en fait, qui touchent la diversité. Ça, j'en suis convaincu. La place politique. On observait, mon collègue a parlé du syndicalisme, on observait justement la sensibilité syndicale est beaucoup liée au membership féminin et à la prise de décision féminine par rapport aux problématiques des femmes. Donc, une place politique à occuper, c'est tout à fait indubitable. Je n'aime pas les questions de quotas parce que les quotas, c'est comme un quota à atteindre, mais il faut quand même que les personnes aient les compétences et aient aussi un quota. Parce qu'il y a beaucoup ça, là. Il y a même une surveillance aux États-Unis, aux États-Unis, les programmes d'accès à l'égalité ont foiré justement parce qu'on a vu ça comme des quotas. En fait, comme des quotas à atteindre sans se soucier des compétences des personnes à atteindre ou des personnes qui sont aptes à acquérir les compétences. Donc, c'est un élément fondamental. On n'envoie pas quelqu'un qui n'a pas les compétences dans l'arène politique ou quoi que ce soit. C'est une question quand même importante. Mais ça passe beaucoup par la prise de décision politique, à mon avis, ces changements-là. Et bien heureux ainsi, la question de la représentation puis l'occupation dans des sphères décisionnelles de davantage de femmes. Moi, je suis tout à fait... Parce que la lutte pour l'équité a été menée en bonne partie par des femmes. A été menée en bonne partie par des femmes, mais c'est aussi une question de justice sociale, une question humaniste, aussi le féminisme. On voit le féminisme comme quelque chose, c'est une question humaine. Comment une société peut se passer de la moitié de sa population? Je veux dire, quel est ce choix-là? Ça n'a pas de bon sens quand on y pense comme ça. Donc, mais l'idée en politique, c'est pas nécessairement de s'en passer, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont envie d'aller là? Puis est-ce une fois qu'elles y sont aussi, comment elles sont traitées? Ben voilà, est-ce que les structures permettent ça? Si toutes les réunions, c'est sûr qu'il y a une, comment dirais-je, il y a une, mon collègue en parlait, toute la question du machisme, la façon de concevoir la politique, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une question de point sur la table, puis quelqu'un qui met ses culottes? On entend souvent cette expression-là. On dit un bon politicien quand il se fâche, puis qu'il met ce point-là. Est-ce que c'est comme ça le modèle politique? Est-ce que c'est ça? Le fait, Oui, mais est-ce que c'est ça le modèle? C'est comme les sports, c'est comme les... qu'est-ce qu'on demande à une animatrice de télévision, de téléjournal? D'être belle ou d'être compétente, en fait? C'est ça, il y a toutes les modèles, les structures qui sont mises en place. Je pense qu'il devrait aussi avoir un changement au niveau des structures, en fait, permettant un accueil et avoir un milieu qui est davantage
j'allais dire, pas asexués, mais qui ressemblent davantage aux personnes. Vous comprenez un peu l'idée? J'ai une première question ici, je vais la prendre tout de suite. Alors, de Karina, croyez-vous que le projet de réforme des normes du travail va venir aider la lutte concernant l'équité salariale et la condition de la femme? Vous faites référence aux vacances, l'augmentation des vacances qui va se faire, c'est probablement ça. Projet de réforme des normes du travail, donc là, moi, je suis le ouais, généraliste. En fait, c'est les vacances, moi, je pense que là, à un moment donné, oui, puis OK, c'est par rapport à la conciliation travail-famille. Okay. C'est fou encore pour des gouvernements qui se targuent et qui se déchirent la chemise sur l'importance de la famille, puis qu'on doit se battre encore aujourd'hui, en 2018, pour avoir une 3e semaine de vacances supplémentaires je pense que c'est 2 ans de service continu. Moi, ça m'apparaît. Donc, ça m'apparaît vraiment incroyable. Donc, soyons sérieux, soyons cohérents dans nos politiques. Ça peut aider, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense, effectivement. Rien à réagir là-dessus sur cette question-là? Parfait. Alors, on poursuit avec la main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre qui est associée au vieillissement de la population. Est-ce que ça offre des nouvelles occasions? Je vais tracer ma petite fenêtre ici. Alors, des nouvelles occasions pour réduire les obstacles d'intégration et de participation au marché du travail. Allez, un peu plus, mon collègue économiste. Vous pouvez juste vous rapprocher un petit peu. Quantitativement, oui. C'est-à-dire, quantitativement, c'est comme une équation. C'est-à-dire, on a des personnes qui quittent le marché du travail. Logiquement, dans une logique très, très rationnelle, il y a des personnes qui quittent. Donc, on a besoin dans le cadre d'une économie qui roule quand même bien, on a besoin de main-d'œuvre. Et du coup, la question ne le pose pas. On parle d'obstacles des participants au marché du travail, mais on va appeler les choses par leur nom. Il y a les jeunes. Comment ça permet d'intégrer les jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas diplômés au marché du travail. Il y a les questions des personnes qu'on aime appeler au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale les personnes éloignées du marché du travail. Et puis, il y a les personnes immigrantes qui viennent, on parle de 50 000 personnes qui arrivent, par exemple, au Québec par année. Mais toutes ces personnes-là ne vont pas sur le marché du travail, mais tu as un bon 22 000 à 25 000 qui cherchent la moitié. Qui cherchent un emploi. Au fait, 67 à 70%, c'est de l'immigration économique. Mais dans l'immigration économique, il y en a qui vont aller suivre une formation, il y en a qui travaillent pas tout de suite. Mais tu as au moins la moitié qui va chercher un emploi le lendemain de leur arrivée parce que c'est la première porte vers l'intégration sociale. Est-ce qu'il reste ici en général sur ces 50 000-là? Qu'est-ce qui reste au Québec? Qu'est-ce qu'on retient? On pourrait en parler après, peut-être pour des questions sur l'immigration, juste pour répondre à la question. Ça va venir de toute façon parce que les problématiques sont liées. Mais la question associée au vieillissement de la main-d'œuvre au Québec, c'est quand même quelque chose de très important qui fait qu'aujourd'hui, on parle, moi j'aime pas le mot pénurie de main-d'œuvre, des raretés de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre pour moi, c'est quand il y a personne. Et moi, j'ai une conviction, si tu améliores les conditions de travail salariales, tu vas les avoir, les personnes. Mais bon, on va parler de rareté de main-d'œuvre. Dans le contexte de rareté de main-d'œuvre, on est allé chercher d'autres personnes, que ce soit des personnes immigrantes ou des jeunes. On est allé les 3 dernières années, le Parti libéral du Québec, c'était un de ses objectifs de ramener même les personnes qui étaient sur le bien-être social vers le marché du travail. Ce qu'on appelle toutes les politiques d'activation, c'est-à-dire même les personnes les plus passives au sens des politiques publiques doivent réintégrer le marché. Tout le monde doit contribuer un peu à ce marché du travail-là. Et maintenant, comme la question le suggère, il y a des obstacles. Pourquoi? Parce que c'est pas un jeu de Lego. Parce que le marché du travail, il faudrait le dire aux politiques beaucoup, ça, c'est que les politiques publiques d'emploi, c'est pas un jeu de Lego. C'est pas, il me manque 700 000 personnes, je vais amener 200 000 d'immigrants, 100 000 de décrocheurs scolaires, je vais changer les programmes dans les universités ça marche pas comme ça parce que le monde est au mouvement, parce que les demandes du marché de travail sont au mouvement et surtout parce que c'est les besoins et les attentes des personnes changent avec le temps. On voit que, en termes de conciliation travail-famille, le comportement des générations X et Y ne sont pas les mêmes sur le marché de travail, et ça, on peut pas le contrôler. Est-ce que c'est pas une question de communication pour les partis aussi de dire clairement aux gens, voici ce que
Parce que quand on chiffre, qu'on met des balises claires, les gens savent mieux c'est quoi le message. C'est un peu vous avez beau mettre... Mais vous pensez que dans les politiques officielles, c'est ça aussi? C'est ça. Vous avez beau mettre des chiffres clairs, il y a des fois des choses qui ne marchent pas. On parle d'obstacles. Je peux vous parler aujourd'hui. L'immigration, c'est le premier un petit peu remède qui est donné pour justement faire face à cette pénurie de main d'œuvre. Mais il y a des obstacles. Il y a des employeurs aujourd'hui qui veulent pas recruter des personnes immigrantes, même s'ils restent des fois avec des problèmes de pénurie de main d'œuvre. Il y a aujourd'hui des personnes immigrantes qui veulent pas aller travailler dans les régions, même si la politique, et on l'a vu avec la stratégie de la main d'œuvre qui a été annoncée il y a 2 semaines et demie, ne veulent pas aller travailler dans les régions. Il y a beaucoup de raisons, on peut en parler longuement. Il y a des obstacles. Les jeunes aujourd'hui, ils veulent pas travailler forcément dans les domaines qui sont proposés là. Aujourd'hui, on a des besoins dans la soudure, exemple. Les jeunes veulent pas être des soudeurs. On va revenir un peu. Qu'est-ce qui les empêche d'aller en région, justement? Les personnes immigrantes? Il y a plusieurs facteurs. C'est une question d'appartenance à leur communauté. Ils veulent être proches des gens qu'ils connaissent déjà, probablement. Il y a ça, c'est-à-dire les gens passent en général par Montréal. Et puis les gens, ils veulent rester dans la communauté. Quand ils arrivent à Dorval, ils sont accueillis par les cousins, cousines et puis la famille. Et puis tout de suite, ils ont un réseau socio-professionnel et puis un lien de confiance qui s'établit tout de suite, qu'il n'y a pas forcément avec la société d'accueil encore. Et puis cette période-là, cette transition est très importante. Ce serait pas une façon justement de l'ouvrir davantage, cette société-là en région, d'en avoir un peu plus. Oui, mais le pont est difficile à trouver, d'amener les gens vers des régions. Et qu'on le veuille ou non, il y a plus d'emplois à la région de Montréal en général. Et puis il n'y a pas juste ça. On dit souvent, je l'ai entendu dans les conférences récemment, on dit l'emploi attire, mais le milieu retient. Voilà. Vous comprenez? Donc, ils ont beau avoir un emploi dans la région, je donne un exemple comme ça, de Sherbrooke ou de Charlevoix ou de Québec, mais encore, quand tu sors de l'emploi après, ton entourage, il n'est pas là, socio-professionnellement. Et puis, moi, j'appelle les choses par leur nom, comme je vous l'ai dit, et je ne mâche pas mes noms. Il y a un problème dans la région, par exemple, si je prends dans les régions, et particulièrement dans notre région de la capitale nationale, parce que c'est la deuxième région qui emploie après la région de Montréal, il y a un petit malaise social là par rapport aux personnes immigrantes là. Et je le vois dans les études là, et puis il y a un malaise qui frôle parfois avec un nationalisme malsain là, identitaire. Aussi longtemps qu'on ne parle pas de ce malaise-là, on ne résoudra pas le problème d'accès à l'emploi dans les régions de ces personnes-là aujourd'hui. Vous comprenez? Ça peut se réconcilier, ça, le nationalisme et l'accueil. Ça peut. Parce que là, j'ai l'impression, moi, que c'est exacerbé beaucoup par certains groupes qui veulent pousser. Le nationalisme est non, mais je ne parle pas de certains groupes. Ça existe partout dans le monde. On n'est pas les seuls et qu'il y ait des nationalismes, des extrêmes nationalistes, ça existe partout. Mais même les politiques, comment ils présentent l'immigration comme comme un non-choix ou comme une contrainte. Quand on va dans les entreprises, les employeurs nous disent on n'a pas le choix. Déjà, quand vous voyez l'immigration comme un non-choix et comme une solution de dernier recours, c'est mal parti pour l'intégration. Tout à fait. Il faut le présenter comme une plus-value, comme une richesse culturelle, comme une richesse économique, comme une richesse sociale. À partir de ce moment-là, on ne se poserait plus de questions que notre collègue, il s'appelle X, Yves, ou Mohamed, ou Kamel, ou Vladimir, ou je ne sais pas quoi. Là, on va travailler juste autour d'un projet. Ça va prendre du temps, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Ça, il faut l'avouer. Mais il faut appeler les choses par leur nom, comme je vous dis. Quand il y a des discriminations, on en parle. Quand il y a des réticences de la part des personnes immigrantes elles-mêmes, on en parle. Parce que la question de l'intégration, elle est bidirectionnelle. Et puis, on n'a pas le choix de parler des vraies affaires, comme on dit. Tout à fait. Une question de Kevin ici que je vais prendre. Ah non, pas de Kevin. Non, vous connaissez bien. Président de l'Allier ici. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, explique que les disparités salariales soient plus prononcées dans certains types d'emplois, comme chez les professeurs d'université, par exemple? Bon, on est un peu hors du cadre de ce qu'on parlait, mais quand même. Il faudrait que je prenne davantage connaissance de l'étude, en fait, de l'article qui a été soumise.
faut faire attention aussi avec ces études, comment je pourrais dire, économiques, parce qu'il y a différents facteurs autres que des facteurs de discrimination qui expliquent ces écarts-là. Donc, l'ancienneté, donc les avantages sociaux, etc., etc., le statut de professeur, etc., qui fait que ce sont des facteurs qui sont non discriminatoires, qui pourraient expliquer l'écart. Okay. Il y a peut-être effectivement une portion qui est due à la discrimination. Ça, il faudrait voir, effectivement, il faudrait pousser davantage, mais c'est sûr que c'est une étude macro, en fait, donc il faudrait aller voir avec une étude davantage plus micro pour pouvoir isoler certaines variables, pour pouvoir l'expliquer. Mais il faut faire attention, effectivement, parce que ce ne sont pas du tout à la discrimination, il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent intervenir. Donc, voilà, le statut, l'expérience, comme j'ai mentionné tantôt. Bonjour, Kevin, je te connais également. Connu de tous. Connu de tous, voilà. Ça, on a touché à ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici? Juste le temps que vous cherchez, il y a pour les professeurs l'histoire des bonus aussi. On ne le voit pas dans toutes les facultés, mais en termes de publication. C'est-à-dire les professeurs, si on comptabilise les bonus dans leur rémunération, il y a certaines facultés qui appliquent ça. Plus vous publiez, etc., vous avez des rémunérations pour la publication. Là, on embarque encore la question de conciliation travail-famille. Voilà. Est-ce que les femmes professeurs ont plus de temps que les hommes pour publier, parce que travailler maladivement des fois pour la publication, c'est un enjeu qu'on ne voit pas. On revient aux questions inhérentes et intrinsèques dans la question de la comparaison entre hommes et femmes, qu'on ne voit pas parfois, dont on ne parle pas des fois, qu'il ne faut pas ignorer. Bref, c'est juste une parenthèse. Tout à fait. J'arrive sur la question de la reconnaissance des diplômes, en fait, des gens qui arrivent qui sont déjà qualifiés. Où est-ce qu'on se situe un peu au Québec, au Canada, puis les améliorations qui doivent être faites pour rendre le marché du travail plus accessible. Je veux juste me permettre de rapprocher un petit peu le micro. Voilà. Plus inclusif, oui. Voilà. Oui, bon, la question de l'inclusif, elle est large, parce qu'être inclusif, c'est pas juste reconnaître un diplôme. J'en ai parlé tout à l'heure de discrimination. De la grande philosophie générale de présentation de la chose. Oui, tout à fait. Donc, pour la question des reconnaissances des compétences, c'est une des raisons aussi majeures, on va le dire, d'une moins bonne intégration des personnes immigrantes au Québec par rapport au Canada déjà, ou par rapport à l'Australie, ou par rapport même à d'autres pays. Donc on a une problématique au Québec. Juste pour éclaircir les choses d'abord, là on ne parle pas de la reconnaissance des diplômes de toutes les personnes qui arrivent, on parle des personnes qui travaillent dans les professions réglementées, parce que les personnes qui ne travaillent pas dans les professions réglementées et qui constituent à peu près 80 à 85% des immigrants économiques, eux, ils ne sont pas concernés par cette problématique-là. Eux, ils payent $105 si ma mémoire est bonne. $105, ils attendent 10 jours, ils vont avoir leur reconnaissance et des fois, ils en ont même pas besoin. Je parle de mon cas, je suis arrivé au Québec, j'ai jamais eu à faire cette procédure-là pour reconnaître mon doctorat qui est français. Donc, de professions plus délicates. C'est ça. C'est pas plus délicate, c'est ça. On appelle ça des professions réglementées. Il y a 46 ordres au Québec. Donc, quand on travaille comme avocat, comme ingénieur, comme ergonome, comme kiné, comme médecin, comme ingénieur, là, il va falloir passer par l'ordre correspondant. Et c'est là qu'on parle de profession réglementée. Et c'est là qu'il faut suivre un processus de reconnaissance des compétences. Naturellement, et là aussi la problématique n'est pas homogène. C'est plus facile d'avoir une reconnaissance dans l'enseignement que de l'avoir pour les médecins. Le médecin, c'est peut-être le plus compliqué parce qu'il n'existe pas juste un seul rideau, il existe 2 et 3 rideaux. Ça veut dire qu'il faut reconnaître les diplômes. Il y a l'ordre, il y a les universités, il y a les hôpitaux, et il y a les facultés de médecine. Donc il y a plusieurs obstacles, on va les appeler, j'ai souvent dit rideaux, mais là je vais les appeler obstacles. Et donc, et puis il y a un jeu... Est-ce que la façon de pratiquer la médecine change beaucoup d'un endroit à l'autre? Regardez, on va être... C'est sûr que le souci d'un ordre professionnel, c'est la sécurité des individus, ça c'est sûr. Mais comme les économistes, on appelle ça quand même un marché interne. On introduit un marché interne où on ferme l'accès à certains médecins
médecins pour préserver les avantages des gens qui sont dans la profession. Si aujourd'hui, bien sûr, la rémunération des médecins spécialistes elle est élevée, c'est parce que on a quand même fermé un petit peu. Si demain vous avez 1000 immigrants médecins qui arrivent, et moi je suis sûr que 6 mois après ils peuvent exercer naturellement parce que le corps humain étant le corps humain. Voilà. Donc appeler ça Tylenol ou appeler ça Doliprane, ça prend 30 secondes. On s'est entendu. Parce qu'il y a des médecins qui prennent 4 et 5 ans, ils font quasiment toute la scolarité pour l'avoir. Donc, pour avoir la reconnaissance. La reconnaissance, mais pas forcément un métier, parce que là, il faut trouver un stage après. Donc, la situation des médecins est un peu plus compliquée. Là, de ce qu'on voit un peu dans les études, qu'on voit même avec nos étudiants qui sont impliqués dans des projets comme ça, c'est quand même, il y a une flexibilisation qui a été faite du côté des ingénieurs, qui concrètement s'est traduit à un accès plus fluide sur le marché de travail. Je pense que l'Ordre des ingénieurs donne un petit peu l'exemple relativement dans ça. Mais c'est ça, je voudrais juste relativiser. On parle de 15 à 20% de la population immigrante et on parle d'un bras de fer qui doit se faire avec le gouvernement. Il y a eu la loi 98 il y a quelques mois qui a renommé le commissaire à l'admission et lui a donné d'autres prérogatives. Mais à mon avis, ça reste insuffisant. Il y a un jeu. Vous avez nommé par exemple les avocats. C'est sûr que quand tu étudies une loi dans un pays, absolument. Tout change. Oui. Toute la façon, la réglementation, le cadre. Mais vous voyez, là, on n'en parle pas parce qu'il y a une logique derrière ça. Il y a le bon sens qui ça. C'est sûr que ça t'a vu une loi, je ne sais pas, je prends un exemple, une loi au Liban, par un Libanais qui est avocat. C'est sûr, la loi à 90%, l'esprit de la loi, comme on dit, la philosophie de la loi, elle est là, c'est sûr. Mais les lois ne sont pas pareilles. Vous êtes obligé de revenir faire un parcours. Et c'est pour ça que vous n'entendez pas parler de gens qui se plaignent. Les comptables, c'est pareil. On n'entend pas parler des comptables qui se plaignent parce que le bon sens fait qu'ils reviennent sur les bancs de l'école. Et certains le font, certains choisissent de ne pas le faire. Mais quand on parle des médecins, quand on parle des anciennes infirmières, quand on parle, là où le bas blesse un petit peu, parce qu'il y a quand même le bon sens fait qu'on fait quand même le même métier. Donc, on parle d'un corps humain. Là. Donc, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Question de Benjamin ici. Quelles pratiques concrètes les organisations peuvent-elles mettre en place pour diminuer les préjugés, pour mieux intégrer les personnes immigrantes, mais également immigrer? C'est une très bonne question, Benjamin, que je salue. Donc, beaucoup d'étudiants qui sont là. On reconnaît nos étudiants, tout à fait. C'est parfait, ça. Vous avez bien passé le mot. Oui, c'est des étudiants que je salue, c'est des étudiants très brillants qu'on a vu passer. Donc, ce que je veux dire, Benjamin, c'est que c'est un enjeu majeur. Je pense qu'il y a une conscience des politiques de cela, sincèrement. Mais maintenant, c'est très sensible politiquement, d'abord. C'est très sensible socialement. Mais les préjugés sont là. Et j'aime bien qu'on appelle les préjugés parce que souvent, c'est juste la méconnaissance qui est ça. Bon, pour moi, il y a deux volets à ça. Je pense qu'il y a un volet incitatif et un volet coercitif quand même. On ne parle pas souvent du volet coercitif, mais moi je pense que c'est important. C'est quand on dit, par exemple, je donne juste un exemple, que dans la fonction publique, aujourd'hui 9% qui va devenir dans les prochains jours 18% de représentativité des minorités visibles et ethniques, les MVE. Donc il va falloir faire un effort pour ces préjugés-là. Et il va falloir faire quelque chose. Ça peut aller d'un geste très concret de faire des spots pour dédramatiser la situation, des spots, parce que maintenant c'est ça qui marche, avec que ce soit dans des Facebook ou dans des spots même télé, etc. Mais à un moment, il faut aller dans la coercition. Donc des clips vidéo? Oui, des clips vidéo pour dédramatiser ça, faire des journées. Je pense qu'il faut encourager des entreprises, que ce soit privées ou même dans les fonctions publiques, à faire les bons gestes, mais qui doit pas être juste à la fête de Noël faire un prix de reconnaissance. Il faut institutionnaliser ça des fois par des systèmes d'intéressement pour diminuer ces préjugés-là. Mais il y a un élément très important dont je vais parler parce qu'on peut parler longtemps et Benjamin, on peut en parler quand tu veux par ailleurs. Non, parce que c'est lent de parler de ça. Mais on peut pas être plus royaliste que le roi. Aujourd'hui, quand je vois l'Assemblée nationale, elle n'est pas colorée. Pas du tout. Aujourd'hui, quand je vois dans les conseils de ministres,
il n'est pas coloré. Aujourd'hui, quand je vois les médias au Québec, ils ne sont pas colorés. Non, c'est ça. Quand je dis coloré, c'est pas juste des noirs là. Non. Coloré au sens de voir les diversités dedans et pas justement les personnes immigrantes, même les personnes handicapées. Les téléromans, le divertissement et tout ça. On n'en voit pas. Il y a quand même une domination au Québec. Des personnes qui sont, moi j'aime pas le Québécois de souche parce qu'il n'y a pas de Québécois de souche, il y a des autochtones qui sont nés ici, tous les autres c'est des personnes immigrantes, je les appelle les immigrants un peu moins récents, eux on les voit plus là, dans les médias. C'est normal qu'on continue avec les préjugés. Parce on n'a pas vu de bons exemples. Si tu donnes l'exemple, etc. Et puis je pense qu'on est rendu là. Il y a une question effectivement importante que tu soulèves, la question de la cohabitation, puis la question du vivre ensemble, puis la question d'une masse critique. Tant qu'on n'aura pas suffisamment de masse critique pour qu'on s'aperçoive que les préjugés n'ont pas de sens objectivement, puis c'est toutes des présupposés qui sont faits. Ces personnes-là sont comme toi et moi. Ce sont des humains qui aiment les enfants et tout ça. Ça va aider, mais il y a une masse quand même, il y a une représentativité qui m'apparaît importante et ça, faut que ça soit atteint. Par l'expérience, en fait, par l'expérience du côtoiement, par l'expérience... Est-ce que c'est pas une conséquence directe du fait qu'ils s'en vont tous dans les grandes villes plutôt que d'essayer d'aller visiter un peu les régions puis de s'intégrer à ces... Moi, j'ai vu dans des régions, j'ai habité dans des régions et j'entendais des histoires d'horreur par rapport à mes étudiants, puis je leur disais quasiment, ne reste pas ici. Donc, c'est pas évident, c'est pas facile. Dans la mentalité des gens. Dans la mentalité, quand toute l'information que tu as sur l'immigration, tu l'as par le biais des médias, de la télévision, mais ça va très mal en fait, parce qu'on sait tous que les médias n'ont pas nécessairement toujours une image objective. On fait beaucoup d'amalgames et tout ça, donc il y a un travail de côtoiement, effectivement. Il y a un travail, je pense, de tous les acteurs institutionnels, gouvernementaux, mais également les municipalités. Je pense, Kamel, qui commence à s'impliquer davantage. Ouais. Je pense que ça, c'est une piste de solution intéressante. Quand la société civile, les acteurs commencent à prendre en considération la problématique et tranquillement, ça se fait, je pense qu'on peut en venir à corriger, mais ça se fait pas du jour au lendemain, comme il était mentionné. Non, parce que ma femme travaille à Saint-Anselme, puis il y a une communauté africaine qui commence à se développer. J'ai l'impression qu'il y a une certaine ouverture qui se crée directement quand on réussit à faire tout ça. À fait. Mais c'est pas simple. Mais l'histoire me montre à chaque fois qu'il y a des personnes qui se font, ça va juste bien. C'est-à-dire, c'est rare les exemples. Mais malheureusement aussi, les médias jouent un rôle qui n'est pas toujours sympathique. Et ils mettent en avant les choses qui ne vont pas. C'est-à-dire, quand il y a une problématique, quand il y a une fille qui joue au soccer avec un voile, ça devient un drame parce qu'elle s'est fait tirer son voile. Là, on en parle pendant une semaine. Mais quand on voit toutes les personnes immigrantes, ce qu'elles apportent comme plus-value, ça, on ne le voit pas. Et puis, je me permets de cette tribune-là pour parler de quelque chose. Et je vais emprunter un mot à ma collègue Rachida Azouzi. Le vivre ensemble, c'est pas un rince-bouche. Non. C'est aujourd'hui, j'ai l'impression là que parler du vivre ensemble, ça devient à la mode. Parler de diversité, c'est à la mode. Il faut le faire au quotidien. C'est ça. Ça commence par éviter le profilage racial dans un autobus, jusqu'à considérer les CV des personnes. Et quand même, il y a des choses qui se passent. On voit pas de réaction. Notre collègue, notre étudiant là, Jean-Philippe Beauregard. Que je salue s'il nous regarde en sociologie, quand même, il a démontré que une personne sur deux se fait discriminer dans la région de Québec, les personnes d'origine maghrébine. Et puis, silence radio de tous les politiques autour de ça. On parle de 400 entreprises. Là, on ne parle pas de 2 entreprises. C'est une étude quand même où l'échantillon est important. On ne peut pas faire comme si rien n'était. Et c'est là qu'il faut justement faire quelque chose pour les préjugés. Et je parle sans... Est-ce que l'idée des CV anonymes pour... Est-ce que c'est une idée qui se défend, ça? Oui, je veux juste vous dire que au niveau du gouvernement, ils considèrent, là, j'ai parlé même récemment avec des personnes du Conseil du Trésor, l'idée elle est sur la table. L'idée des CV anonymes, mais elle n'a pas. Je parlais justement, c'est une de nos étudiantes justement qui a travaillé ça et qui me disait, Kamel, mais ça donne pas toujours de bons résultats. Ça peut être contre-productif parce que pour faire un CV anonyme, t'enlèves tous les signaux relatifs au nom, c'est-à-dire la scolarité, combien d'années d'expérience dans le pays d'origine, et du coup le CV il est léger, il n'y a rien. Donc ça porte. Maintenant ils vont aller peut-être vers un compromis, juste enlever le nom, pour enlever cette possibilité de pas considérer d'une manière ad hoc de facto le CV. Ça se parle.
Mais moi, je pense Mais qu'il ça faut reste travailler une par le entrevue bas, et- par le bas. Et puis, naïvement, je pense que c'est pas un débat qu'on va gagner aujourd'hui ou la semaine prochaine. Ça passe par nos enfants, ça passe par l'école, ça par la dédramatisation un petit peu Ouais. de la question de la diversité, des couleurs, des langues, etc. Et de considérer ça dans une approche inclusive même les CPE. Ça passe par là. Mais les Et enfants puis- sont beaucoup moins sensibles à ça. Oui, Ils- mais ça les- pa- oui, ceux mais qui les, le côtoient, ouais, mais les parents, des fois, ils jouent pas Ouais. toujours un rôle bon rôle. intelligent. Mais bref. ça c'est autre chose. Alors, on a une question ici de Mourad Kolsi. Pour tous les consultants, l'équivalence est obligatoire pour pouvoir même figurer dans les réponses aux appels d'offres du gouvernement et l'équivalence est parfois loin d'être comparative. Donc, c'était plus une affirmation qu'une question comme telle. Il y a une suite ici, donc je vais... même chose pour les directions des grandes compagnies et il ajoute privé. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, mais... Peut-être que la question de Mourad, elle pose l'accès, peut-être à moins qu'il nous corrige, l'accès à des postes de chargés de projet, l'accès à des postes de gestionnaires aussi, parce qu'il y a beaucoup de consultants qui travaillent dans les compagnies de conseil services, mais ils n'accèdent pas au poste gestionnaire, quand bien même ils sont des fonctionnaires. Et là, je pense qu'au-delà de la question aussi, peut-être qu'il a été un peu diplomate, au-delà des questions des équivalences, il y a la question aussi de la mentalité des gestionnaires. On n'en parle pas assez. Quand on fait le tour dans les entreprises, souvent, les responsables des ressources humaines nous disent, nous, on amène des gens, mais les gestionnaires, ils bloquent des fois sur les personnes qui sont issues de l'immigration. Pour des questions encore là de préjugés. Et là, quand on voit le paysage, c'est rare dans les entreprises, en TIC par exemple, qu'on trouve les grands chargés de projet ou les gestionnaires qui sont issus des diversités, encore une fois. Donc, et puis, moins le gestionnaire est issu de diversité, moins il va avoir une approche de la gestion de diversité et on tourne dans un cercle vicieux. Et ça, c'est encore là les choses dont on parle le moins. Alors, où est-ce qu'on en était ici? Je vais continuer. Qu'est-ce que j'avais comme question? Hop. Ah, les positions des partis politiques. Je ne sais pas si vous voulez vous mouiller là-dessus. Ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout. Je peux me mouiller là-dessus. Il y avait le fameux test, le fameux test de la CAQ. Le Parti québécois qui essaie de pousser un peu plus les gens en région, qui parle aussi de CV anonyme. Regardez, il faut arrêter d'en faire un enjeu politique qu'on en parle pendant la période préélectorale. C'est vraiment indécent de la part des partis politiques d'instrumentaliser la question de l'immigration. Ouais, mais c'est un enjeu qui est réel quand même. On peut en parler par un enjeu en proposant quelque chose de constructif et pas en l'oubliant le 2 octobre, qui est le lendemain des élections. Ça, c'est très important. Il y a des partis, historiquement, la question de l'immigration, ça les exacerbait et du coup, aujourd'hui, l'immigration devient un sujet très intéressant. Je suis très content d'avoir entendu M. Lisée, il y a 2 semaines, parler de l'immigration qui est très importante, etc., même s'il y avait quelque chose de faux là-dedans, mais bon, j'ose espérer très naïvement que c'est pas juste un enjeu électoral. Oui. Non, mais on s'entend là. On parle du Parti québécois. L'immigration, c'est pas quelque chose avec la charte des valeurs. C'est pas quelque chose. Ils n'ont pas été souvent très brillants là-dedans. Disons les choses comme elles sont. Aujourd'hui, on voit que l'immigration fait débat. Et puis on a des choses très approximatives quand la CAQ, par exemple, dit on veut diminuer des 50 000 à 40 000 personnes immigrantes. Là, il y a une inconscience incroyable. C'est des gens qui ils peuvent commander le Québec dans quelques mois. Il dit mais ils sont inconscients parce qu'on manque de main d'œuvre. C'est pas on a besoin. Ils disent oui mais ils n'arrivent pas à s'intégrer. Mais le problème n'est pas dans l'attraction, il est dans l'intégration. Mais que fait-on pour joindre l'intégration? Mais consulter des gens. Mais vous pensez qu'il y a moyen de les intégrer? Oui, absolument. Et je peux vous en parler longuement. En disant qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer, ils donnent la responsabilité aux immigrants de s'intégrer. Donc, ce n'est pas que la responsabilité, c'est une responsabilité collective, en fait, des institutions. Voilà. Et moi, sans défendre un parti ou un autre, je trouve que le Parti libéral aujourd'hui, en annonçant beaucoup de mesures pour aider les personnes immigrantes à s'intégrer en région, sans défendre les couleurs du Parti libéral. Non, mais sur ce point-là. Mais je vais essayer d'être neutre. Je suis loin d'être libéral, mais
il y a un pas qui a été fait. Il est positif, mais insuffisant. Quand on dit on va accompagner les employeurs en donnant des subventions pour la francisation en entreprise, c'est très bien, mais le côté qui me dérange un petit peu, encore là, un parti libéral qui met de l'argent pour les entreprises privées, pour leur, etc. Donc c'est comme si maintenant c'est les entreprises privées qui choisissent les immigrants et non pas l'État. Mais bon, au-delà de ça, c'est un pas vers la régionalisation qui est intéressant. Aujourd'hui, ça passe. Tout à l'heure, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Donner les moyens aux organismes d'intégration. C'est eux qui font le travail sur le terrain. C'est eux qui font le terrain. Et aujourd'hui, ils n'ont pas assez de moyens. Je vais juste vous le dire. Les transferts fédéraux sont presque de 400 millions de dollars par année pour l'intégration des personnes immigrantes. Seulement 8% de ces montants-là vont vers les organismes d'intégration qui font le travail. Les autres vers les ministères, vers le ministère de la Santé, vers Emploi Québec, etc., qui font des choses, qui redonnent vers la francisation, etc. Mais c'est un faux problème, la francisation. On en parle toujours comme c'est l'obstacle. Je m'excuse, Non, il n'y a pas de problème. Non, mais on est là pour ça. On met de la vie. Parfois, on est exacerbé que à chaque fois qu'on parle d'intégration des migrants, on parle de la francisation. Mais savez-vous, aujourd'hui, les personnes qui s'intègrent le moins bien, c'est les francophones. C'est hallucinant. C'est les personnes qui parlent déjà français, qui viennent des pays de Maghreb ou des pays africains. Il faut se poser la question. Quelle raison? On va se poser la question. On va dire, des personnes qui parlent quand même relativement un français compréhensible, ils viennent de pays arabo-musulmans ou de l'Afrique noire, et qui s'intègrent pas bien, ils parlent français, ils ont les diplômes, ils ont les compétences. Allons savoir pourquoi. On va te parler de tout, sans parler des discriminations. Il y a des discriminations. Il y a des préjugés de la part des employeurs. Il y a aujourd'hui, nos étudiants le disent, là, qui sortent, ils disent Kamel, il y a des employeurs qui nous appellent, je veux pas de noirs, je veux pas de femmes voilées. C'est comme s'il est dans le marché. Ah oui, oui. Qui demandent à des entreprises de je suis un peu naïf là-dessus, peut-être. Je pense que vous l'êtes un petit peu, mais on l'est tous, en fait. On l'est tous, qui demandent effectivement des entreprises de chasseurs de tête, ceux qui trouvent la main-d'œuvre, justement, qu'ils ne veulent pas de noirs, qu'ils ne veulent pas de femmes voilées, qu'ils ne veulent pas d'immigrants. Il y a des demandes qui sont faites de façon systématique. Bien sûr, ça existe, ça. Donc, comment veux-tu après parler d'inclusion et de société inclusive? Regardez, on la veut ou on ne la veut pas, la société inclusive. Pour qu'on soit inclusif, il faut que ce soit dans les lois. Il faut qu'il y ait de la coercition aussi quand il y a des problèmes. Quand on se fait traiter quelque chose, il faut une loi. J'aime pas parler de mon expérience personnelle, mais il y a quelqu'un qui a failli, un jour, ma petite fille dans un parking qui a failli marcher dessus. Quand je dis fais attention là, et c'est pas à Québec, dans la région de Montréal, il dit retourne chez vous à style d'importer. Quand j'ai appelé la police après, il dit il y a pas de loi là, même s'il y a des témoins, etc. qui fait que. Donc je veux pas aller dans ce sens parce que malheureusement parce que je m'appelle Kamel Béji, malheureusement parce que je suis une personne migrante. Quand je parle de ça, je deviens victimiste, etc. Mais non, c'est des choses qui existent. Il faut pas passer à côté. D'ailleurs, on a vu que tout récemment, toute la difficulté de évoquer le mot discrimination systémique, racisme systémique, c'est comme si on ne pouvait pas dire. Mais pour corriger un problème, il faut prendre conscience du problème. Mais là, on n'a pas nécessairement totalement pris conscience du problème. On en est là présentement. Moi, j'abonde dans le sens. J'aimerais aussi avoir un message qui est quand même positif parce qu'il y a quand même des belles expériences qui se font. Et tout ça, dans certains milieux, jusqu'à quel point. Donc, effectivement, il y a des choses qui se font, mais c'est lent. Ça se fait par étapes, je pense. Et j'espère fortement qu'on va... Je suis sûr de me naïveté un peu. Moi, j'avais l'impression quand même, parce qu'on se demande souvent au Québec d'être accueillant puis d'avoir de l'ouverture et tout ça, mais... Moi, je vais répéter la citation, je la répète à toutes les conférences, certains vont l'entendre, mais c'est pas grave. Il y a une personne immigrante un jour, dans une entrevue, on m'a dit, le Québec nous accueille les bras ouverts, mais il les ferme pas après. Tu sais, quand on accueille quelqu'un comme ça, mais on fait pas ça, on le fait pas parce qu'on n'accompagne pas après les personnes. C'est ça. Et on n'accompagne pas les personnes de la société civile. Et on n'accompagne pas les employeurs. Mais l'enjeu est là.
l'enjeu, c'est dans l'accompagnement. Il faut mettre des sous pour l'accompagnement. C'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, ces organismes de société civile, ils ont un rôle majeur au niveau de l'immigration, mais je peux rajouter même au niveau de l'itinérance, en fait. Et c'est eux qui soutiennent toutes les initiatives d'intégration socio-professionnelle et sont sous-subventionnés. Il y a des taux de roulement épouvantables et ils portent un fardeau incroyable et ils ne savent pas d'année en année s'ils vont être coupés, leurs budgets vont être coupés. Et en plus, ils sont mis en compétition l'un par rapport à l'autre, en fait, au niveau de la pécule qui est disponible. Donc, c'est une situation quand même épouvantable. Donc, ils ont supporté. On retrouve ça, puis on retrouve pas nécessairement au niveau de l'immigrant, les personnes itinérantes, mais même aussi les autres organismes qui, par exemple, aident les ex-prisonniers à intégrer le marché du travail. Tous les organismes qui touchent à la diversité, les organismes qui aident les transgenres, les organismes, toutes ces organisations de la société civile auxquelles on a poussé la responsabilité, dont l'État n'a pas nécessairement n'assume de moins en moins, a poussé la responsabilité. Ils sont sous-financés, c'est eux. Ils ont un point incroyable, mais de grâce, accompagnons davantage et mieux, en fait. On parle de... C'était intéressant ce que tu disais par rapport à la question de pénurie de main-d'œuvre. C'est intéressant ce que je dis. Non, mais la question de pénurie, effectivement, il n'y a pas de pénurie parce qu'il y a des personnes qui sont disponibles, effectivement, qui sont disponibles pour être faites et qui sont disponibles. Moi, je l'aime bien, les programmes d'accès à l'égalité, on dit que les compétences, qui sont aptes à acquérir les compétences. Qu'est-ce que ça veut dire, aptes à acquérir les compétences? Mais ça veut dire que la personne peut être formée pour occuper tel et tel emploi, qui a les prérequis, tout ça. Donc, il y a une main-d'œuvre qui est disponible. Il faut faire le processus d'intégration et pour amener cette main-d'œuvre-là, justement, intégrer le marché du travail. Et c'est fondamental. Aujourd'hui, le travail n'est pas conçu pour ça, mais c'est le plus puissant mécanisme d'intégration qui peut exister. Sans travail, on n'existe pas. On n'a pas d'identité. On n'a pas. C'est pareil partout. Donc, c'est fondamental. C'est un enjeu fondamental. Si on revient au niveau macro, oui. On a eu des expertises, des considérations plus locales, là, mais on parle beaucoup de la crise des migrants dans le monde. Quels devraient être, selon vous, les rôles du Québec et du Canada à cet égard? Est-ce qu'il y a un modèle à suivre parmi, on est en marge du G7, là, parmi ces pays-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait figure d'inspiration? Bien sûr, vas-y. C'est une excellente question. Je vais en profiter ici pour faire un petit rappel historique, mais très rapide. C'est que, et là je me ramène à cette personne-là qui est moi, 17 ans avant que j'arrive au Québec. C'était quoi le Canada vu de l'extérieur, vu de l'étranger? Et puis pour nous c'était la Suisse qui parle français et c'est la Suisse de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire un pays neutre, accueillant, mais qui accueille les gens pour des raisons humanitaires. Et c'était le Canada avant Harper. Mais c'était le Canada des années avant les années 2000. C'était le Canada où les personnes qui viennent comme immigrantes ici, les migrants, pour des raisons humanitaires, qui est plus important que le pourcentage que les raisons économiques. Donc cette immigration choisie n'était pas mise en avant au Canada comme elle l'est aujourd'hui. Bon, on va accepter, on a joué le jeu de la mondialisation dans les années 80. Donc on est dans une course à la compétitivité, donc on a besoin de compétences et de qualifications. Donc la partie de l'immigration humanitaire a baissé. Le Canada, donc aujourd'hui, ne peut plus se tarir d'être l'exemple du pays qui intègre des personnes pour des raisons humanitaires. On va s'entendre. Mais quel pays peut se tarir de le faire aujourd'hui? Il n'y en a plus. Aujourd'hui, les migrants, là, c'est comme excuse-moi, la première image quand j'ai vu la question, c'est comme une balle là, que tout le monde se rejette. Absolument. Et on l'a vu avec la crise des migrants quand il y a eu la guerre, il y a encore la guerre en Syrie, c'est-à-dire la migration qui se jette et qui a essayé d'être externalisée par les pays européens pour revenir aux pays, les pays d'origine. Et puis je ne vais pas rentrer dans un débat politique parce que je me trouve subjectif. Et j'assume ma subjectivité parce que tout ce que c'est dommage de le dire, Barack Obama et sa gang là, avec Hillary Clinton ont essayé de faire, c'est d'externaliser le problème des communautés musulmanes, au moins, qu'ils ne fassent pas des problèmes, des chicanes dans les pays pour les remettre dans les pays d'origine en mettant des régimes islamistes. Si aujourd'hui on souffre en Libye, si on a souffert en Égypte pour un moment, mais même si en Tunisie aujourd'hui le courant islamiste a sa place, en Syrie,
c'est parce qu'on a voulu externaliser, et ben ça n'a pas marché, parce que la Russie a joué le jeu aussi, et tant mieux selon mon avis. Ben, les migrants se sont trouvés dans une masse qui tourne comme ça, entre l'Allemagne en a pris beaucoup, elle a donné l'exemple. Ouais. L'Allemagne a donné l'exemple par rapport à tous ces pays-là. Et pour ces migrants-là, si on veut vraiment un projet inclusif, c'est important que même les personnes demandeurs d'asile ou de réfugiés trouvent leur place dans ce Canada-là. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Parfait. Alors, on poursuit. Qu'est-ce qu'on avait ici? Bon, ça, on en a quand même parlé. Ah, non, les personnes itinérantes. On va basculer là-dessus. Donc, l'intégration socio-professionnelle des personnes itinérantes. Oui, c'est un des champs d'expertise dans lequel j'ai commencé à travailler, ça fait à peu près au moins 4-5 ans. Ça fait quand même un certain temps. Ça a commencé, je vais faire simplement une petite historique, ça a commencé par un reportage que j'ai vu à la télévision qui montrait qu'un organisme faisait du démarchage auprès des entreprises pour faciliter l'intégration socio-professionnelle des personnes en situation d'itinérance. Donc, j'ai commencé à étudier la problématique, en fait. Puis ce qui était assez intéressant, c'est que les solutions sont relativement similaires aux solutions qui sont proposées au niveau de l'immigration puis au niveau des réfugiés. La question socio-professionnelle est importante. La personne itinérante, premièrement, dans la rue. Vous savez que les règles de vie dans la rue ne sont pas du tout les mêmes règles de vie que l'on retrouve dans la société à quelque part. Donc, il y a un réapprentissage social à faire, il y a un réapprentissage de réseau, il y a un réapprentissage de vie, d'apprendre de vie, il y a tout un espèce de formation qui soit pour réintégrer la vie de société versus la vie d'itinérante. Et par la suite, ce sont des expériences qui se font graduellement. On peut pas imaginez-vous, demander à une personne itinérante tout d'un coup de faire un emploi puis d'être aussi productif qu'un autre employé. Ça se fait de façon graduelle. Il y a des expériences qui se font par des petits emplois à courte durée, par la suite de plus en plus importantes. Et comme Kamel mentionnait au niveau de l'immigration, le suivi est fondamental. Le suivi est fondamental parce que la réalité, imaginez-vous le stress que peut vivre une personne itinérante qui arrive du jour au lendemain dans une entreprise, qui est obligée de se lever, de répondre à un cadran le matin, d'en arriver, de partir le soir. Donc, il y a toute une façon différente d'intégrer. Donc, c'est tous ces petits gestes-là, de façon progressive et graduelle, qui doivent être mis de l'avant. Et aussi par l'aide des politiques publiques. Bon, évidemment, ça c'est une autre chose. La plupart de ces personnes-là sont sur l'assistance sociale. Vous savez que sur l'assistance sociale, lorsque vous faites trop d'heures, plus que 200 $ par mois, votre chèque est coupé. C'est ça, hein? Est-ce que vous pensez que c'est une mesure productive pour favoriser l'intégration des personnes en situation d'itinérance qui vivent quotidiennement une insécurité? Essayez ça de vivre dans la rue. Hein? Essayez ça de coucher à terre. Essayez ça de ne pas avoir de lendemain continuellement. Donc, ce sont des mesures contre-productives. Même si on finance d'un côté les organismes qui les aident, de l'autre, on met des barrières. Donc, qui fait que on ne favorise pas l'intégration. Autre chose aussi, des programmes, par exemple, contre les drogues et tout ça, souvent, on met des temps limites. Pensez-vous on peut aborder ces questions-là en fonction d'un temps limite, en fonction d'un coût. Donc, à quelque part, il y a une flexibilité qu'on ne retrouve pas nécessairement au niveau des politiques publiques qui permettent l'intégration de ces personnes-là. Et aussi, c'est un phénomène en croissance. Hein? Vous avez juste à vous promener à Montréal, même c'est un phénomène qu'on retrouve de plus en plus en région. Et c'est un phénomène aussi qui est de plus en plus diversifié. Donc, on a des femmes, des jeunes. On a des personnes autochtones, on a des Inuits aussi. On les retrouve beaucoup à Montréal, qui descendent du Nord, qui s'imaginent qu'ils vont trouver l'Eldorado. C'est pas si simple. C'est pas si simple et tout ça. Donc, on se retrouve avec une problématique de croissance de l'itinérance, une problématique, évidemment, c'est sûr que moi, vivre dans la rue, après 5 ans, je m'en ferais des amis imaginaires. Hein? Essayez ça, là. Il y a des problématiques de santé mentale qui se développent. Et plus longtemps qu'on passe de temps hors du circuit, plus devient difficile l'intégration. Il faut pas voir ça avec des lunettes roses, ben, elles sont pas roses les miennes, mais il y a à peu près... comme la rouille. Oui, c'est ça, en fait. Il y a des taux, ils réussissent à intégrer à peu près de 10 à 15% des personnes en situation d'itinérance. Okay. Déjà, ça m'apparaît quelque chose d'intéressant. Les prochaines études qu'on veut faire, c'est de
questionner les personnes itinérantes par rapport à l'offre qui est faite à quelque part, parce que ces personnes-là aussi ont des choses à dire, parce que chez les itinérants aussi, on retrouve des personnes diplômées. Hein? On retrouve maintenant une diversité de personnes de tous les milieux, des personnes diplômées qui ont eu à un moment donné un échec dans la vie, un divorce, une problématique de dette, problématique de jeu, problématique d'alcoolisme, qui fait qu'ils ont chuté dans l'itinérance, qui se retrouvent avec rien. On retrouve ce type de clientèle-là, donc chez les personnes itinérantes. Ce sont pas des bébites, ce sont des personnes. Faites l'expérience de parler à un itinérant, vous allez voir qu'il sait pas mal plus de choses que vous pouvez vous imaginer. Donc, il y a toute une question pour eux d'ostracisation également. Donc, évidemment, on les tasse dans les coins, puis on veut pas les voir, puis tout ça. Puis bon, c'est quand même un État qui est assez difficile. Puis se situe à l'extrême du processus d'exclusion, hein. C'est les plus poqués de nos poqués, hein. Et j'espère qu'on se retrouvera pas dans des situations qu'on retrouve notamment aux États-Unis, où ce sont des familles entières qui sont en itinérance, dont à New York notamment, parce que le coût de la vie est trop élevé, ils ne peuvent pas se loger, ils n'ont pas les emplois nécessaires, etc., etc. Donc c'est une problématique qui est en croissance et ça me touche beaucoup, cette problématique-là. Voilà. Juste valider avec vous, là, il est 14h05, ça fait 1h05 qu'on est ensemble. Je ne sais pas si vous aviez des obligations par la suite. J'ai oublié de vous le demander tout à l'heure. Voilà, on peut y aller. Vous sentez libre? Allons-y, oui, continuons. Parce qu'on a encore quand même beaucoup de choses à traiter. Parler des aînés, peut-être. Est-ce qu'on devrait garder les aînés actifs le plus longtemps possible? Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer sur cette question-là. Je peux commencer, il y a une loi pour ça. Il y a une loi déjà au Québec, par exemple, si on parle du Québec, il y a une loi, c'est la loi 68 qui a été votée en 2008, qui fait que c'est sur la retraite progressive, qui encourage les personnes retraitées à revenir sur le marché de travail avec des bonifications fiscales ou même sans perte fiscale, on va dire. Donc il y a une loi qui existe, justement, c'est une des solutions qui a été mise en place pour faire face à la rareté de main-d'œuvre. Maintenant, c'est encore là, c'est les entreprises qui décident qui revient et qui revient pas. Moi, c'est ma propre opinion, c'est-à-dire si les personnes aînées souhaitent rester sur le marché de travail, que pour elles travailler moment progressivement, je ne sais pas, 1, 2, 3 journées par semaine, ça leur permet d'être en vie, d'être socialement intégré, etc., ben, tant mieux qu'ils le fassent. Moi, mon souci, c'est qu'on arrive dans une société qui oblige les aînés à travailler, parce qu'on va reculer l'âge de la retraite de 60 à 62 à 65, et on parle de 67 ans. Ça encore, là, pour une société, ça commence à être lourd, parce qu'on a beau tenir compte de ce qu'on appelle la pénibilité du travail de l'emploi pour certaines fonctions, on oblige quand même des personnes à travailler après 67 ans ou 65 ans. Et là, je trouve ça un petit peu lourd. Et puis, on n'est pas dans le cadre d'une société inclusive. Donc, mon avis, c'est oui, on doit les garder, mais par choix. Les personnes doivent décider si elles travaillent ou pas. On ne peut pas obliger la personne, après 30 ou 35 ans de service, de prolonger le travail. Qu'on les force par la loi ou indirectement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas, justement, à avoir une retraite digne, ou qui peuvent se trouver même dans la rue après parce que leur retraite ne suffit pas. Et là, c'est ça qui m'inquiète. Moi, ça m'inquiète, cette question de la précarité qui se prolonge au-delà de l'âge actif de travail. Ça aussi, on doit vraiment faire quelque chose. Et les politiques doivent faire face à quelque chose dans une société vieillissante. C'est parfois une détresse aussi. Il y a des organismes qui s'occupent des personnes itinérantes que les personnes âgées. Hein. Donc déjà, ça commence à être une croissance, mais un problème qui se retrouve avec 100 sous à peu près, pas de soutien familial, etc., etc. Effectivement, c'est une problématique qui est assez importante. Imaginez-vous, tu finis ta vie dans la rue ou avec rien. Ouais, toute notre vie pour finir pour te retrouver avec presque rien. C'est épouvantable parce que c'est ce genre de choix de société-là. Il y a beaucoup de morale, en fait, quand on discute, mais est-ce que c'est ce genre de choix de société-là qu'on veut faire, en quelque sorte? Je ne pense pas, fondamentalement. Comme nos programmes au Québec sont pas si mal de ce côté-là, mais ils sont pas universels, c'est ce que vous me dites. Ben, ils sont pas universels. Puis il y avait un autre problème, à un moment donné aussi, on avait tendance à vouloir, il y a eu à un moment donné on poussait les personnes à la retraite. On a poussé beaucoup de personnes à la retraite et on a créé des pénuries de main-d'œuvre. Hein. En faisant ça, on prenait le cas des infirmières, là. Je veux dire, ça, c'est de la gestion des ressources humaines 101. Hein. Je veux dire, on a créé quasiment de façon artificielle une pénurie de main-d'œuvre parce qu'on en a laissé partir sur l'expertise. Le même phénomène s'est retrouvé aussi avec les ingénieurs, hein, au niveau du ministère du Transport. Donc, ils ont été embauchés par le ministère
des Transports a perdu son expertise. Donc, on a aussi, à un moment donné, il y a eu des choix politiques pour cette fameuse atteinte du déficit zéro. Avec lequel on paie encore. Donc, en quelque sorte, je pense que c'est un peu trop radical. Ben, à un moment donné, ça devenait une obsession. Et on a vendu cette obsession-là, mais on a fait des erreurs, mais majeures, qu'on paye encore le prix pour. J'étais chez M. Landry la semaine passée. Vous étiez où? Chez M. Landry, Bernard Landry. Vous étiez bon, mais voilà. Qui a orchestré tout ça. Ben, qui a orchestré tout ça avec l'autre, M. Bouchard, là. Que c'était nécessaire, là, que c'est, enfin. Vous avez de la difficulté à avaler ça. Parce qu'à un moment donné, il faut être un peu aussi prospectif. Il faut voir un petit peu vers l'avant. Il faut quand même que ce soit un exercice de réflexion. C'était dans sa perspective. On aidait les générations futures. Oui, mais ça, c'est des réflexions comptables basées sur une année. Là, on voit un déficit, il faut couper le déficit, puis on prend une décision, mais qui a un impact considérable. Les générations suivantes en payent les infirmières, on en paye le prix encore, là, vraiment très fortement. Donc, voilà. Alors, on poursuit avec... où est-ce qu'on en est? Bon, on va aller ici. Donc, les salaires, la question des salaires. Donc, on parle de... ça, c'est intéressant. Salaire maximum des hauts dirigeants d'entreprise. Est-ce que vous êtes en faveur de cette mesure-là? Et après ça, le salaire minimum à 15 $, on va en parler aussi. Ça, on va en parler. On va commencer par le salaire maximum. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Ça, c'est intéressant, cette question-là, effectivement, au niveau des dirigeants d'entreprise. Ben, on voit effectivement qu'il y a une croissance des inégalités entre les salaires moyens et les salaires des hauts dirigeants d'entreprise. Et là, cette croissance s'accentue. Même après des crises qu'il y a eu, il y a une croissance encore de ces salaires-là entre les hauts dirigeants puis entre le salarié moyen. Il y a aussi une croissance de la rémunération qui est donnée sous forme d'action. Donc, ça aussi, ça l'a effectivement détourné un peu, en quelque sorte, les types de rémunération qui est offerte. Puis évidemment, on peut, sans être trop théorique, il y a la théorie de l'agence, souvent, où ce sont des conseils d'administration qui donnent ces rémunérations-là à des hauts dirigeants, mais ces membres de conseils d'administration-là ont des actions. Donc, ils paient en actions les hauts dirigeants. Donc, qu'est-ce que vous pensez que les deux ont intérêt? Maximiser la valeur de l'action. Donc, les décisions qui sont prises en fonction de l'augmentation, de la maximisation de la valeur de l'action. Donc, il y a toute la problématique de l'économie financière. Il y a aussi une autre problématique qui a été soulevée, Firuzzo et Allaire, qui ne sont pas des socialistes au Québec, qui sont des auteurs en management, mais qui avaient des idées très intéressantes. C'est aussi un golden club, des hauts dirigeants. Ça se promène d'entreprise en entreprise. Ce sont des grosses vedettes. C'est un club fermé, en fait, qui se compare l'un par rapport à l'autre, évidemment, qui sont souvent recrutés par des chasseurs de tête, en fait. Bon, il y a une concurrence entre un groupe restreint de personnes qui commandent de plus en plus des rémunérations élevées. Donc, il y a un marché des hauts dirigeants qui ont un impact sur la rémunération des hauts dirigeants, effectivement. Donc, les solutions par rapport à ça, on en a vu certaines esquisses. Premièrement, il y a le rôle des CA. Le rôle des CA, justement, de s'assurer qu'il y a une préoccupation par rapport à l'entreprise plutôt que par rapport à son portefeuille d'actions, d'une part. D'autre part, on a vu un peu dernièrement, vous vous rappelez le cas de Bombardier? La question d'acceptabilité sociale. Puis on a vu ce cas-là aussi au niveau des médecins spécialistes. À un moment donné, on traverse une ligne, et là, il commence à avoir une question de pression populaire et d'acceptabilité sociale là, qui vient que il y a une prise de conscience, il y a une pression. Bombardier, c'est incroyable, là, je veux dire, il y a une pression qui s'est faite. Bon, est-ce qu'ils ont vraiment reculé? Ça, c'est autre chose, parce que ce sont des clubs fermés. Puis les rémunérations qui sont données dans le secteur privé, c'est souvent difficile d'avoir accès à ça. Mais sauf qu'il y a eu quand même certains mouvements. Les médecins spécialistes, carrément, on a traversé la ligne rouge. Oui, on a vraiment, à un moment donné... Même chez les médecins. Même chez les médecins. Et à un moment donné, puis leur mode de rémunération, ça n'a pas de sens dans la mesure où ils sont payés à l'acte. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Plus que tu vas faire d'actes, plus que tu vas faire de l'argent. Donc, est-ce que ces actes-là sont toujours nécessaires? Est-ce que le soin est lié à un individu ou lié à un collectif? Ça, c'est une autre question. Les patrons d'entreprise, est-ce que la réussite de l'entreprise n'est liée qu'à une seule personne ou est liée à l'ensemble? Donc, il y a toutes des réflexions qui sont derrière ça. Donc, ce sont ces modes de rémunération-là qui n'ont pas nécessairement de sens par rapport à l'objet. Je donne à mes étudiants quelquefois, les cours en rémunération, c'est comme les rémunérations des sportifs, des joueurs de hockey.
c'est un sport collectif, le hockey. Et pourtant, on obtient des gros salaires en montrant de statistiques d'un jeu individualisme. Déjà, le mode de rémunération-là n'a pas de sens par rapport à la demande ou à l'objet du travail qui est fait. Donc, il y a une inadéquation à quelque part qui devra, à un moment donné, être prise en considération. Je pense que les médecins... C'est toujours des valeurs au marché. Mais ça, c'est toujours des valeurs au marché, mais image de marque. Mais c'est la grosse influence néoclassique, là. C'est la grosse influence de l'optimisation de ces gains. C'est l'objectif qui était visé continuellement Imaginez-vous, c'était quasiment vu comme un signe de bonne gestion de faire des licenciements massifs ou des congédiements, mais on en est rendu là, mais c'est épouvantable d'avoir ce genre de réflexe-là. Donc, il y a les valeurs qui sous-tendent la rémunération qui devraient graduellement faire une prise de conscience. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais il y a quand même de plus en plus certaines pressions populaires dans la mesure où si on prend conscience de ces phénomènes-là mais je pense pas que ça peut être réglementé ou avoir une loi quoi que ce soit. Ça me surprendrait. Hein? Ouais, d'autant plus parce que on peut, pour répondre directement à la question, non. On peut pas. Je vais vous le dire parce que aujourd'hui on en parle de ça. Tu peux pas encadrer les salaires dans une entreprise privée par le bas, oui, mais pas par le haut. Par le salaire minimum, on en parlera tout à l'heure. Même pas à force de loi. Pas dans la société capitaliste dans laquelle on veut, parce que soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et puis je vais faire un scénario fantaisiste là, même si vous encadrez, les dirigeants vont investir plus dans les stock options, c'est-à-dire ils vont plus investir je parle des grandes entreprises, leur rémunération, elle va être plus par les dividendes liés aux stock options que les salaires de base. Donc aujourd'hui, je ne vois pas comment dans une société qu'on entretient volontairement, aller vers un encadrement. Moi, je pense que le travail doit se faire par le bas pour encadrer, pour réduire les écarts de salaire. Au moins commencer par un salaire minimum digne et décent, et puis faire un effet d'entraînement, tout à fait, et puis pour réduire les écarts. Même si c'est une solution de résignation que j'aime pas particulièrement, mais quand même c'est mieux que rien. Le chiffre qui est toujours avancé, c'est 15 en ce moment. Là, ça serait l'objectif à atteindre. Regardez, le chiffre de 15 indépendamment du fait comment, par qui il a été annoncé, c'est un chiffre qui, dans l'objectif, c'est de garantir un salaire décent aux personnes qui sont peu qualifiées ou qui travaillent dans des emplois j'aime pas ce mot-là, mais quand juge peu qualifiés. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont payées à $12 de l'heure, aujourd'hui, quand ils travaillent 35 heures semaine, ils sont au-dessous du seuil de pauvreté. Combien il faudrait le dire 2 fois. Le seuil de pauvreté est calculé par le gouvernement, il n'est pas calculé par des personnes. Donc c'est quelque chose. Aujourd'hui, on parle de plus en plus. Il est évalué trop bas. Non, mais je veux dire, même le gouvernement, même les instances de calcul admettent que le seuil de pauvreté est là, mais quand même qu'ils soutiennent une loi. Qui entretient un salaire inférieur au seuil de pauvreté, de sorte que vous avez aujourd'hui des personnes qui travaillent 37 heures et demie ou 40 heures des fois, et qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des travailleurs pauvres. C'est ce qu'on dit de plus en plus des travailleurs pauvres, assujettis, dirait Marx. Donc c'est sans rentrer dans de ce cadre-là. Donc, l'alignation au travail aujourd'hui, c'est un fait qu'on voit tous les jours, qu'on voit dans les rues, les personnes n'y arrivent pas. On entretient une société endettée et on est juste des sujets comme ça. Bon, le salaire minimum à $15, on peut avoir le débat et dire, si vous augmentez le salaire minimum, généralement c'est ce qui est avancé. Pour les PME, ça va augmenter. Ouais, c'est pas vrai déjà parce que en général les PME, les petites. La problématique ne se pose pas pour les très petites, les TPE, la très petite entreprise, parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont payées $15 de l'heure. Se pose pour les moyennes entreprises qui ont peut-être un peu plus de personnes. Et puis, les études montrent, dans plusieurs pays, en Allemagne, en France, en Espagne, ils montrent que augmenter le salaire minimum n'augmente pas le taux de chômage. Il y a des études qui montrent le contraire, qui sont avancées souvent par l'Institut Fraser, par l'Institut économique de Montréal. Ils les cherchent, là, les études, pour montrer. Parce que souvent, quand on augmente, il y a comme un gain de productivité qui se réalise spontanément dans l'entreprise, et puis le secteur devient attractif. On évite les questions de rareté de main-d'œuvre. C'est ça. On augmente le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Il y a la motivation au travail.
travail. Donc il y a plusieurs choses qui acceptent. Et puis, c'est vrai que ça peut réduire les profits des entreprises. Mais encore là, on revient vers un écart, une diminution des écarts de salaire, mais on obtient une société, une meilleure cohésion sociale dans la société. On réduit beaucoup de phénomènes sociaux, que ce soit de criminalité ou de tricherie, parce qu'on peut tricher aussi dans les fonds, les programmes sociaux. Parce que les personnes qui travaillent pas au salaire minimum aujourd'hui et qui sont sur l'aide sociale, il y a quand même 18% qui sont concernés par des problèmes de tricherie par rapport à ces programmes-là, mais il n'y en aura plus. Si vous voulez attirer les personnes, vous sortez des personnes des programmes sociaux, à augmenter les salaires. La question des décrochages scolaires, on dit si on augmente le salaire minimum, ça augmente le décrochage scolaire. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent. Non, les études montrent que ça augmente pas plus. Les problèmes qui augmentent le décrochage scolaire, il faut les faire à la base. Il y a des problèmes de santé mentale au travail pour les parents. Il y a moins d'accompagnement dans les écoles. C'est souvent, on fait de la fuite en avant avec l'histoire du salaire minimum à $15. Personnellement, je pense on fabule pas quand on met un salaire de $15 à $15. Ça augmente les charges salariales. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça devrait être plus haut que ça? Pour l'instant, dans une première étape, ça peut être suffisant. C'est une bonne étape, surtout dans un contexte économique favorable comme il est aujourd'hui. C'est sûr, ça va être un acquis social sur lequel on ne peut pas revenir, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait augmenter le travail décent, mais il faut faire attention. Augmenter le salaire, légiférer pour un salaire minimum de $15, il faut être très prudent pour les programmes sociaux qui sont autour. Il ne faut pas enlever les programmes pour accompagner les personnes immigrantes, les personnes handicapées, les personnes qui ont du mal à s'intégrer sur le marché de travail. Parce qu'on joue souvent ce jeu-là d'équilibre budgétaire. On augmente. Regardez, de toute façon, c'est pas l'État qui le subit en augmentant les $15, mais c'est derrière les rideaux, on va toucher pour autre chose. C'est qu'on négocie, tout le temps. Et je pense que ce qui manque au Québec, personnellement, je trouve que les syndicats n'ont pas pris suffisamment de place, volontairement ou involontairement, dans ce débat pour défendre un peu les employés qui sont payés à qui souhaiteraient être payés de $15. Non. Et on revient à la question, est-ce que le syndicat vraiment, dans sa clientèle, j'aime pas le mot, mais dans ses adhérents, est-ce que les personnes précaires sont des adhérents intéressants? Est-ce qu'ils sont représentatifs? Parce qu'ils ont une voix au chapitre aussi. Hein? Il y a un clientélisme chez le syndicalisme. Il faut pas manger du syndicat, mais plutôt penser aux personnes qui font les demandes aux instances syndicales aussi, en fait. Il y a tout ce problème-là. Oui, une problématique de redistribution, effectivement, que je pense qui est importante. Une problématique de marge bénéficiaire. Faut rien qu'un petit facteur qu'on sous-estime, qu'on ne mentionne pas suffisamment, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, des petites moyennes entreprises, que leur structure salariale est basée sur le salaire minimum. Donc, en augmentant le salaire minimum, tu augmentes aussi le salaire des autres emplois dans l'entreprise. Donc, ça peut avoir un impact quand même davantage que l'augmentation. Ça augmente la masse salariale globale parce que ça va avoir un effet d'augmenter les autres. Il va maintenir sa structure, toute la structure salariale va augmenter parce que son plancher, c'est le salaire minimum. Donc, ça a un effet d'entraînement. Faut pas sous-estimer ça quand même. Mais moi, effectivement, faut le voir, la question de seuil de pauvreté, la question de redistribution, la question d'attraction. On attire les personnes avec un salaire décent. On attire les personnes. Essayer de vivre avec $15 de l'heure, avec le coût de la vie, certaines régions, je vous dis, c'est incroyable. Puis il y a des personnes qui... Et ça amène aussi, tu l'as mentionné un peu, ça amène du travail au noir, ça amène du travail illégal, ça amène à un moment donné, parce que ça peut potentiellement amener une certaine forme de criminalité aussi. On va chercher des voies de sortie pour essayer, donc on pourrait, de la sorte, avoir une certaine cohérence et de voir de façon globale. Mais ça semble être dur d'avoir une réflexion globale par rapport à ces questions-là. On fait toujours des interventions à la pièce. Est-ce que c'est assez universel dans le milieu des chercheurs, cette opinion-là? Non, tu as mentionné, dépendant de la couleur économique dans laquelle tu te situes, évidemment, tu vas avoir deux études qui vont être complètement contraires quant aux conclusions relatives au salaire minimum. Il y a des écoles. Ça, c'est une autre affaire aussi. Les médias, quand ils interrogent un journaliste, toujours, vous devriez dire quel genre d'économiste que vous interrogez. Vous allez connaître les réponses qu'il va dire, en fait. Parce que l'économie n'est pas une science exacte. Et il y a différents courants économiques. Donc, évidemment, dépendant des courants économiques dans lesquels se situe l'économiste, vous allez avoir des réponses totalement différentes. Et le cas du salaire minimum, c'est un cas patent. On a juste à discuter avec
Au ministère du Travail, quand ils fixent, j'ai un bon ami qui travaille, à toutes les fois, il y a cette réflexion-là sur l'augmentation du ministère du Travail. Je veux dire, ils vont chercher des études qui sont totalement contraires. Ils vont conjuguer avec le ministère des Finances, ils vont conjuguer avec différents ministères, donc il va y avoir des débats. Il y en a qui font leur propre estimation, c'est compliqué. Hein? Et ta couleur idéologique va un peu déterminer le genre de conclusion avec laquelle tu vas arriver. Tu comprendras que nous, en relations industrielles, on a une perspective qui est davantage sociale, qui est davantage une perspective de redistribution. Et c'est clair qu'on a ce langage-là. On pourrait nous dire qu'on est contaminé. Oui, on l'est. On est contaminé par nos perspectives. Puis la recherche est toujours, de toute façon, on est toujours contaminé par quelque chose. Donc voilà. Mais c'est une course qui me semble un peu sans fin parce que les logements augmentent, l'épicerie augmente, on a l'impression que ça va toujours augmenter, donc regarde, ça se gonfle tout le temps. Est-ce qu'on peut arrêter ça à un moment donné, mettre un frein On là-dessus? parle d'inclusion, le thème ici, on parle d'inclusion. L'inclusion, ce n'est pas on crée d'abord des richesses, ensuite on redistribue comme on veut les miettes. On est dans le dogme de la croissance. Dans les pays avancés, on est dans le dogme de la croissance, le dogme de la croissance à 2 chiffres, dans le dogme d'abord créant des richesses, investissant, etc. Ensuite, on crée des programmes sociaux pour se tenir. Être inclusif dans une société, Ça devrait être l'inverse. c'est dès le départ inclure les personnes, même défavorisées, même celles qui sont peu qualifiées, dans le partage et dans la création. Donner un salaire de $15 de l'heure, ça fait partie de cela. C'est ça. D'accord? Peut-être qu'un jour, on n'aura pas besoin d'avoir des programmes sociaux. Non. Parce qu'on aura moins de problèmes de santé physique et mentale. Voilà. Parce qu'on aura donné un travail décent. Voilà. Malheureusement, il y a vraiment, c'est dans l'angle mort des gouvernements qui ont souvent une vision très court-termiste, très budgétariste des choses, et puis électoraliste forcément. Électoraliste et le sont conseillés par des économismes très néoclassiques, évidemment, avec des solutions toutes pièces. On mentionnait, par exemple, qu'il faut faire attention à l'assistance sociale pour que ça soit trop élevé, pour pas que ça soit attractif. Voyons, donc, qui choisit d'aller vivre sur l'assistance sociale? Je veux dire, ça n'a pas de sens, ce genre d'argumentaire-là. Là. À un moment donné, c'est une aide de dernier recours, et je veux dire, il n'y a personne qui choisit ça, d'aller vivre sur l'assistance sociale. Comme personne choisit d'être pauvre, puis comme personne choisit d'être itinérant. Ça n'a pas de sens, ça. Donc, on est pris avec ça, et est-ce qu'on va transcender? Transcendons, allons sur le changement... Le changement du monde du travail, la robotique qui va prendre un peu plus de place. C'est pas mal, hein? Toi, il est blanc encore. Ah, ben là, c'est un choix très aléatoire. Même les robots sont blancs. C'est un prototype. Mais donc, la robotisation dans le milieu du travail, est-ce que ça menace les emplois? Est-ce que, dans le fond, l'objectif, est-ce que c'est d'avoir plus de temps de loisirs? C'est un peu tout ça, là. Qu'est-ce qui va changer dans le monde du travail et comment on va pouvoir appréhender ça, en fait, apprivoiser ça. Regardez, une vision très optimiste va dire que ça fait 15-20 ans qu'on parle des robots, mais on n'en voit pas quand même, mais ça arrive, tout doucement, la robotisation, etc. Et puis, dans une vision très simple, on va dire, c'est sûr que les robots vont prendre de place de travail des personnes, mais en même temps, les robots sont conçus par des personnes, donc ça fait travailler du monde, mais dans une optique très malthusienne, comme on dit en économie, c'est-à-dire, oui, vous allez créer des postes plus qualifiés que des postes moins qualifiés. C'est-à-dire, pour les personnes qui ne sont pas qualifiées, la robotisation, on va perdre son emploi, mais historiquement, on a vu depuis la révolution industrielle, parce que la robotisation, elle n'a pas commencé l'année dernière, elle a commencé depuis 200 ans. Donc, les êtres humains ont toujours trouvé les moyens pour aller au-delà. Et puis, naïvement, laissez-moi, s'il vous plaît, être rêveur et naïf. Je vais me dire, peut-être que cette robotisation, on va enfin humaniser, faire de l'art, faire des choses qui font gagner sa vie par autre chose que des robots. Peut-être. Moi, je suis pas très négatif par rapport à ça. Je trouve que peut-être parce que je suis accro un petit peu, j'aime bien la question de la robotisation, mais à un moment, il faudrait légiférer aussi par rapport à l'utilisation des robots. Peut-être comme des quotas pour des personnes des minorités ethniques, faire des quotas pour les robots dans l'attribution des tâches. On doit d'automatiser, c'est ça, d'automatiser 20% de l'entreprise. C'est ça, certaines activités, etc. Mais et on se rendra compte, en fin de compte, que rien ne vaut
l'intelligence humaine que l'intelligence artificielle en milieu de travail pour prendre des décisions, même si on dit qu'il y a des logiciels qui j'espère qu'il n'y font aura pas ça. de robots gestionnaires. C'est ça, c'est donc, autre chose. mais ça va venir. Ah oui, Ben, il peut-être. existe déjà. Ben, regardez, mon collègue peut vous en parler. En gestion de ressources humaines, maintenant, il y a des logiciels, des pro-logiciels qui font de la GRH et prennent on la vous dit, décision, qui prennent la décision qui licencie ou pas. Là. Donc, On parle de trading on au est rendu tracteur, là, Ouais, c'est je ça sais, on aussi, est hein. rendu effectivement, mais moi je ne crois pas trop à ça. En Non. fait, non. On reste même maître de notre destin quand même si Je on a qui l'espère en fabulent fait, pour parce dire, que je pense pas que la gestion se fait par... Petite pincée d'humanité. Non, et petite tout pincée ça. d'économie. Puis la machine va aussi va dépendre de l'information qu'on lui donne également, des paramètres qu'on lui donne. Donc, c'est pas totalement... il y a toutes des dimensions subjectives qui rentrent derrière ces décisions-là qu'un robot ne pourra jamais prendre en considération. Ben, je voudrais juste dire quelque chose quand même. Ce qu'on voit sur la photo, les gens le voient aussi sur Oui, la oui, photo. tout à fait. Ça, c'est un vrai robot. Moi, ce qui m'inquiète, c'est nous qui sommes robots des fois en milieu de travail. Mhm. C'est-à-dire, on parle de robotisation. Ça fait ça, des c'est dizaines autre chose. d'années que les individus agissent comme des robots, comme des numéros, comme des standards auxquels ils doivent répondre en termes de productivité. Les problèmes de santé mentale au travail sont reliés à ça, à ces standards de compétitivité. Là, on le voit moins au Québec pour avoir une vision internationale, mais allez-y en France, en Allemagne, on ne travaille pas de 9h à 4h30, là, on travaille jusqu'à 19h et on se fait regarder tout croche si on quitte avant Plus tôt. 18h et 19h. On est parfois dans une forme de robotisation humaine. Elle m'inquiète. Plus que les robots qui vont être là. Parce que là au moins, on sait que c'est des vrais robots et qui sont... mais quand l'individu devant robot, avec tous les problèmes de santé physique et mentale qui peut être liés à ça, ça c'est inquiétant. Il doit être un enjeu dont on parle également. Donc, les robots nous humanisent. Ça, c'est ça. C'est quand même Peut-être, pas mal, peut-être. c'est quand même pas mal, ça. Bon, ça, le marché du travail est-il précaire au Québec et au Canada? Peut-être qu'on peut faire un petit peu de pouce là-dessus. On va Oui, aller on va rapidement. faire un petit pouce parce que oui. C'est-à-dire, Allons-y. bah oui, si vous permettez, Monsieur Allais, Parce qu'on- donc Je vous permets, Monsieur, on a quand même une heure et demie de fait, monsieur mais l'économiste. Je veux pas en trop fait. vous êtes très généreux de votre temps. Là, on a 1h30. Vous êtes très on n'a pas très beaucoup verbomoteur, l'occasion de mais- parler Ah, comme ben, ça. parfait. fait Alors, qu'on se parle, profitons-en. et Moi, puis, je suis pas pressé de mon côté. Est-ce que le marché du travail est-il précaire au Québec, au Canada? C'est sûr que la question en général, et je disais oui, mais c'est pas précaire, mais il y a des précarités, que ce soit au Québec, au Canada. Tout à l'heure, on est dans le cadre d'une économie quand même néolibérale qui est présente, que ce soit au Canada ou au Québec. Mon collègue affirmerait, il le dirait peut-être plus tard sur d'autres questions, oui, on est mieux que les autres. Oui, on fait plus de programmes sociaux que les autres. Oui, et on a même plus que les autres provinces canadiennes. Oui, on est dans un modèle quand même de protection sociale qui existe, que ce soit pour les congés parentaux, que ce soit pour la conciliation travail-famille. On a un débat aujourd'hui sur le $15. Il n'y a pas de débat par ailleurs sur ça. C'est que le débat existe, c'est déjà un bon signe, parce que je ne veux pas qu'on soit négatif dans ce qu'on dit, mais le fait qu'il y ait débat, c'est déjà ça. Maintenant, si on parle un petit peu des politiques publiques récentes qui ont été mises en place au Québec ou au Canada les dernières années, je suis désolé, ça entretient la précarité et ça entretient même des vulnérabilités. Ouais. Je ne veux pas fabuler et aller dans la controverse et dire c'est conscient ou inconscient pour contrôler un petit peu les individus. C'est un débat philosophique, mais je peux donner quelques exemples. Tout à l'heure, j'ai parlé de la réforme de la loi de l'assurance chômage, l'assurance emploi, pardon. C'est clair que ça entretient une précarité des personnes en mettant d'accepter des emplois qui peuvent être jusqu'à 30% de moins s'ils ne sont pas Ça, c'est le qualifiés. projet fédéral ou provincial? C'est François fédéral. Non, c'est Non, pas François ok. Blais. C'est un projet fédéral parce que l'assurance emploi, c'est fédéral. C'est fédéral. Donc, il y a un impact sur ça. Il y a autre chose. C'est la question si on prend les retraites. On n'en parle pas beaucoup, mais de plus en plus, on a nos collègues qui travaillent sur les questions de les retraites, et on voit de plus en plus, on est en train de se séparer d'un système par répartition, c'est-à-dire tout le monde cotise, il y a un système universel, tout le monde cotise pour tout le monde, pour aller vers la capitalisation, où on est responsable. Mais les personnes qui n'ont pas les moyens pour investir leur retraite, eux, 30 ans plus tard, on en parlait tout à l'heure, ils vont se trouver dans la rue, ils vont se trouver obligés à 70 ans de revenir sur le marché du travail. On entretient des précarités. La question de l'immigration,
on a de plus en plus de personnes immigrantes qui arrivent au pays ici, et ces personnes-là, ils travaillent pas dans leur domaine. Là, on se dirige très concrètement vers l'immigration utilitariste et temporaire. Donc, on amène des personnes parce qu'il y a une demande des entreprises. Ben, imaginez dans 3 ou 4 ans, il y a des changements structurels de l'économie, et ça va arriver avec la robotisation ou autre, et on n'a plus besoin de ces personnes-là. Ben, on va faire quoi? C'est un projet de personnes précaires. Et les personnes immigrantes temporaires, surtout celles qui ne sont pas qualifiées, n'ont pas le droit de demander la résidence permanente aujourd'hui, n'ont pas le droit... indirectement aux lois sur la santé et sécurité au travail, parce que souvent ils lisent pas le français, parce qu'il arrive comme les travailleurs agricoles, etc. Donc on entretient ça. La loi sur la formation continue. Au début, avant 2003, elle affectait toutes les entreprises qui ont même $250 000 de masse salariale. Mais maintenant, elle concerne juste les entreprises qui ont une masse salariale de 2 millions de dollars. 2 millions, c'est incroyable. Donc ça touche pas à beaucoup de personnes. Non. Vous savez, si on n'accède pas à la formation, on n'améliore pas les compétences. Les politiques publiques, sans parler de la loi 70, tout ce et ça a été fait par le ministre, je ne veux pas personnaliser, la philosophie au départ du Parti libéral quand on s'est arrivé au pouvoir, c'est de limiter les programmes sociaux, ça fait qu'entretenir les précarités. Mon collègue tout à l'heure a parlé des personnes itinérantes qui sont dans l'angle mort, il n'y a rien qui se fait concrètement. On entretient aujourd'hui les précarités et je pense que là aussi on est dans une vision court-termiste parce qu'on ne voit pas que ces personnes précaires-là, ils vont se retrouver où? À l'urgence. Et qui va payer pour ça? La collectivité. C'est les coûts sociaux. Les coûts sociaux, les coûts de la pauvreté, effectivement. C'est une belle analyse foucalienne, ça. Effectivement, comme si on le ferait quasi volontairement, en fait. C'est assez capoté quand on prend ça quand même. Puis effectivement, je renchérirais simplement pour dire qu'il y a une croissance du travail atypique. Tout ce qui n'est pas travailleur à temps plein, il y a une croissance travailleur à temps partiel, tout ça. Donc, c'est une main-d'œuvre qui est captive. Vous levez la main, voilà. C'est une main-d'œuvre qui est totalement captive, effectivement, puis qui est entretenue avec une carotte et un bâton continuellement. C'est épouvantable. Imaginez-vous ton choix de vie, l'impact sur ton choix de vie que ça a fait d'acheter une maison, de te marier, d'avoir des enfants. C'est incroyable de participer comme les autres. Il y a une croissance de ça, donc on maintient des personnes en état de précarité et c'est totalement dommageable. Et pour tout le monde. C'est ça, cette espèce de conscience collective-là. Il n'y a pas de recette, mais on devrait revenir avec ça. Puis j'ai bien aimé mon collègue quand il mentionnait tantôt l'image du Canada et même certains partis politiques au Québec avaient ces préoccupations-là social-démocrates avant, mais là qu'on a perdu à partir des années 80 avec les crises économiques. Et là, on a pris un virage qui est dévastateur à plus... L'individualisation des solutions, les logiques de contrepartie au niveau des politiques publiques, etc., qui divisent davantage qu'ils ressemblent et on a davantage de préoccupations. On ne veut plus payer pour l'autre, on ne veut plus payer d'impôts, on ne veut plus payer... On devient, puis tu entends ça dans le discours de façon régulière. Pourquoi je paierais pour lui? Pourquoi c'est rien qu'un ci? On a scrappé tellement de trucs. Moi, je votais pour le oui pendant l'ère de René Lévesque, le Parti québécois, mais on avait un projet de société sociale, social-démocrate. On n'est tellement plus là. On a quitté ça. Puis le Canada, aussi l'image qu'on avait à l'STB Pearson, les castes bleues, effectivement, la Suisse, l'Amérique du Nord, c'est intéressant l'image. Oui, on avait cette espèce d'humanisme. Bon, on le traite un peu de Justin au pays des merveilles ces temps-ci, mais on dirait qu'il y a encore cet esprit-là dans sa façon de raisonner. Bon, même s'il fait un paquet d'erreurs et tout ça, mais il y a quand même... Il y avait ça. Est-ce qu'on a perdu ça au Canada? Est-ce qu'on est maintenant, on prend un virage qui est davantage anglo-saxon, qui est davantage néoclassique? Est-ce qu'on s'en va vers ça? Puis c'est ça notre voie maintenant? On bascule là-dessus, on bascule justement sur la question comparaison États-Unis et Québec. On peut pas être plus en marge du G7 que ça. On est marginalisé dans ce débat-là par rapport au G7 parce que tout ce qui préoccupe aujourd'hui, c'est quoi le clause, c'est quoi le taux d'importation, d'exportation, c'est quoi la taxe, combien vont payer nos entreprises, etc. Vous voyez, ça c'est dans tout l'angle, on n'en parle pas du tout. Là, on n'en parle pas du tout. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. C'est bien. C'est ça. C'est bien. Mais donc, on bascule sur la question, ce qu'on a acquis au Québec, notre modèle qu'on a essayé de construire.
Puis j'entends beaucoup, particulièrement ici dans la région de Québec, une envie des États-Unis, une envie de ce qu'ils sont, alors que, bon, moi je viens de terminer le livre de Sanders qui fait un portrait de tout ce dont on ne parle pas aux États-Unis, de la pauvreté, de l'environnement et tout ça. Ouais. Je fais, mais comment on arrive à comparer les deux? Puis comment ça se fait qu'ici, on ne reconnaisse pas tout ce qu'on a acquis depuis toutes ces années-là? Je serais très méchant par rapport à ça. Bon, j'ai deux choses à dire. Bon, c'est pas basé sur des études scientifiques et ça. Je trouve personnellement que les Québécois n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont de vivre au Québec. En fait, au niveau de la santé, de l'éducation, l'infrastructure, la sécurité qu'on a. Ce qui est assuré par l'État, tu n'as pas à le payer. Hein? Donc, ça te donne un revenu supplémentaire et tout ça. Et certains vont dire qu'on le paye déjà beaucoup, mais enfin. Ben, écoute, c'est un choix qu'on a fait, mais je pense que le vivre au Québec, on vit quand même assez confortable. Faut rien que voyager simplement un petit peu pour s'apercevoir qu'on est quand même relativement privilégié. Et moi, l'adoration américaine, là, je mettrai au défi ces personnes-là. Écoute, pas de problème. Vas-y 5 ans, je te coupe ta carte d'assurance maladie. Pas de problème. Je te coupe ta carte d'assurance maladie. Tu n'as pas le droit de revenir avant 5 ans. Tu vas peut-être revenir en courant au Québec et au Canada. Donc, à un moment donné, c'est pas évident là de faire parce qu'on est comment dirais-je, les personnes voient les États-Unis ou les autres pays à travers les médias, à travers les films, à travers tout ça. Ça a l'air tellement beau, ça a l'air tellement attrayant. Un beau côté. Hein? Oui, en fait, mais la réalité des médias qui sont maintenus par six entreprises. Il y a 30 millions d'Américains qui n'ont aucun soin de santé, qui n'ont aucune possibilité de se faire soigner. C'est vraiment épouvantable. C'est ça qu'on veut, c'est vers ça qu'on se dirige. Et c'est ça le modèle. Je suis pas convaincu, moi. Je trouve que... Moi, j'évite de passer maintenant dans les aéroports américains parce que ça devient compliqué. C'est un pays qui se ferme de plus en plus sur lui-même. Et pour moi, c'est pas un modèle. Donc, le modèle québécois est quand même pas si mal, puis on devrait avoir tendance à essayer de le réparer plutôt je pense que oui. Ou plutôt que de sacrifier pour essayer de rêver le rêve américain qui, dans le fond, ne correspond qu'à une poignée d'individus. Oui, puis c'est pas nécessairement dans notre ADN aussi. On n'a pas cette espèce de... Les États-Unis, c'est l'individualiste à tout craint. Et on a quand même une ADN qui est un peu différente et je pense qu'il y a un collectivisme quand même ici qui est présent. Je pense qu'on devrait aller vers ça encore plutôt que chercher à imiter des modèles qui semblent réussir mais qui sont carrément je disais tantôt, puis ça m'avait frappé quand j'ai vu ces chiffres. 30 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture d'assurance santé. C'est dramatique. Je voyais des médecins faire du bénévolat, des dentistes faire du bénévolat, justement pour soigner ces personnes-là, ces Américains-là, qui n'ont pas accès à ça, avec énormément de faillites personnelles. Énormément de faillites personnelles, et comme je mentionnais tantôt, au niveau des problématiques d'itinérance. Bon, il y a quand même des réussites aux États-Unis. Il y a des familles qui se retrouvent entièrement dans la rue. C'est pas un modèle, mais il y a quand même des belles choses qui viennent des États-Unis. Je mentionnais tantôt le mouvement des droits civiques, ça vient quand même des États-Unis. Il y a quand même, puis il y a une gauche américaine aussi. Une fierté patriotique. Ouais, il y a une gauche américaine aussi. Écoute, mon ostéopathe me disait que, vous savez, c'est quoi l'ostéopathie? Ben, c'est un Américain du Sud qui a inventé ça. Okay. C'est quand même assez remarquable, hein, des années 1800, parce qu'il trouvait que le système de santé, tout ça. Donc, il y a eu les philosophes. Moi, je suis très, très influencé par la philosophie pragmatisme. Ce sont des philosophes américains aussi. Donc, il y a quand même des choses des États-Unis, mais ce qu'on voit présentement ne sont pas ces choses positives-là, donc, qu'on entend, et les modèles qu'on aimerait suivre. Je sais pas s'il y avait quelque chose à ajouter là-dessus sur la comparaison Québec-États-Unis, ou sinon on passe à la... si on reste dans les débats qu'on a eus, je suis entièrement en accord avec ce que disait mon collègue. Et puis, comme disent les Français, il n'y a pas photo dans la comparaison au niveau du système de protection sociale déjà. Maintenant, moi, le rêve américain, ça reste très général de parler de rêve américain, parce que c'est quoi le rêve américain? Pour moi, je vois, c'est la possibilité d'avoir une vie décente, etc. Est-ce que c'est le cas ou pas? C'est sûr, c'est un pays qui permet du potentiel parce que l'entrepreneuriat est libre, parce que, etc. Les possibilités de réussir sont là, mais les possibilités d'échec sont aussi là tout autant. Et le problème, c'est quand il y a échec, là-bas, il n'y a pas de protection. Il n'y a pas rien qui soutient, c'est ça.
C'est ça, bon, je trouve la comparaison générale, on peut, tu sais, on met de l'avant beaucoup la réussite, mais... Ouais, c'est ça, on vend la réussite, mais on vend eux, pas ils ne ferment pas les bras nécessairement. Oui, c'est ça. Donc, et avec Trump, il les ouvre pas non plus. Non, il les ouvre pas du tout. Donc, c'est ça. Et les États-Unis avec Trump, pour moi, c'est particulier quand même. Là, on va pas aller dans le politique. Moi, c'est un questionnement comme, tu sais, j'ai beau faire des études, faire des recherches, etc. Je n'arrive pas à comprendre comment cet individu-là est au pouvoir. Et pour moi, c'est comme l'image de l'Amérique aussi. C'est qu'on le veuille ou non. Il a beau ne pas avoir autant de votes que Hillary Clinton, qui aurait été pas forcément mieux, mais je ne comprends pas. Je ne comprends et du coup je dis, j'ai pas à me prononcer sur les affaires américaines. Il y a quelque chose que je ne saisis pas, que je comprends pas. C'est plus la défaite d'Hillary et de l'establishment qui était là. Oui, mais quand même, il est intense, là. Oui, tout à fait. Ça, je peux pas le nier, là. Je termine, donc, on s'en va sur Le Monde, la dernière, on est dans le cadre du G7, donc, ils vont parler beaucoup de libre-échange, mais c'est le protectionnisme américain qui va sûrement prendre le dessus. Et pendant ce temps-là, on parle pas d'égalité entre les pays et les pays du tiers-monde et tout ça. Donc, je voulais juste faire une ouverture là-dessus pour terminer. Comment vous voyez ça, vous, comme chercheur d'ici? Qu'est-ce qui se passe et qui ne se passe pas, en fait, au G7 et qui devrait se passer dans une perspective internationale? Le monde est à l'image d'une entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire comment produire le plus avec le moindre coût. Les G7 aujourd'hui, les G7, c'est quasiment... on est là pour négocier, on est là pour dire comment avoir encore plus, on est là pour dire comment on utilise les personnes, les sujets qui sont en nous, pour rentabiliser plus. Et puis sans être dans l'accusation, etc., c'est dans l'air du temps. Et puis nous, on joue le jeu, on est là, et puis si on a une vision, avec mon collègue, une vision critique, on assume très bien, mais le jeu est là, malheureusement. Je ne veux pas être défaitiste, mais je ne pense pas que ça va changer demain. C'est ça aujourd'hui, l'enjeu. Tu as un président américain qui sort juste quelques heures avant de dire pourquoi pas la Russie avec nous. Donc l'idée c'est ça aujourd'hui. Le fait qu'il y ait même un G7, c'est-à-dire commander le monde, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Voilà, un groupe on a une gagne, c'est ça, on a une gagne qui décide pour les autres. Tant mieux si cette personne, si c'est cette gagne-là qui a les richesses, qui contrôle économiquement le monde, a des objectifs sociaux pour le travail décent, pour une meilleure fluidité de la migration internationale dans un contexte de richesse culturelle, pour de meilleures conditions de vie, en fin de compte, au-delà du travail et de l'emploi. C'est pas à l'ordre du jour. À l'ordre du jour, c'est la compétitivité, c'est les marchés, c'est l'armement, c'est les migrants, on est dans une optique de croissance. On est les bons qui faisons la croissance. C'est ça. Que peut-on faire de se protéger contre les méchants qui travaillent pour nous et qui peuvent être vraiment un poids. Voilà. C'est hallucinant, mais on est encore là. Aujourd'hui, je suis désolé de finir sur une note négative. Mais effectivement, tout à fait. J'ose espérer. L'invitation n'était pas innocente non plus. En marge du G7, c'est pas pour dire c'est merveilleux, c'est formidable, c'est pour dire... Exactement, encore là, moi je suis, et puis peut-être je suis naïf, mais que serons-nous sans naïveté, je l'assume jusqu'au bout. L'idée, c'est d'aller par le bas, c'est-à-dire des partis politiques doivent se construire autour de ça. Je veux pas faire l'apologie de Québec solidaire forcément, parce qu'ils ont leur propre soucis et leurs propres contraintes. Mais au moins, on a un parti qui parle de choses là, qui parle même. Il y a d'autres partis au Canada. On a le NPD parle d'enjeux sociaux. Tu sais, il faut que ça remonte par le bas à un moment. Même si malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des partis de droite qui prévent aujourd'hui. En Italie, c'est un parti de quasiment extrême droite qui a le pouvoir. Là, c'est inquiétant. Et c'est ça. Il faudrait aujourd'hui aller par le bas, etc. Et puis je continue à croire que au moins les personnes qui ont le pouvoir sur les systèmes éducatifs, qu'ils n'entretiennent pas cette philosophie de la domination du monde par l'entreprise, à son sens large là. Voilà.
D'ailleurs, un commentaire qui, je pense, je suis dans l'idée qu'il est pertinent d'inclure les pays qu'on veut aider. Absolument. Croyez-vous que le G7 est comparable au Golden Club, discuté plus tôt? Absolument. Croyez-vous que le G7 a un réel pouvoir? Ça, c'est une... Ouais, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Oui, c'est un Golden Club, effectivement. Puis en plus, on se permet de donner la leçon aux autres, puis on s'associer à des autres pays comme des marchés potentiels. Donc, fait que marché, dont on définit les règles, donc on définit. Tout à fait. Je suis parfaitement d'accord. Est-ce qu'il y a un réel pouvoir? Ben, je sais pas. C'est sûr que, ben, premièrement, on n'est même pas sûr s'ils vont arriver à un consensus, puis s'ils vont arriver à un résultat final. On a des belles avancées au niveau de l'environnement, mais est-ce que ça va être vraiment abordé? On a des problèmes qui sont quand même assez épouvantables, qui sont reconnus, qui sont déterminés. Est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire? Je suis pas convaincu. En fait, je suis pas convaincu. Et en plus, ben, on prend des décisions en s'isolant. Moi, je reste dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Là, c'est clôturé. Je ne sais même pas si je vais pouvoir rentrer chez moi parce que il y avait plein de police un peu partout. Donc, c'est vraiment un délire sécuritaire aussi. On cherche les criminels. Ben, écoutez, je veux dire, on a monté ça en vraiment un délire sécuritaire. Les médias ont embarqué là-dedans en nous disant qu'il y avait des tireurs d'élite. C'est dangereux. Pourquoi ne pas se louer une île déserte quelque part? Ben, quelque part, ouais, ben, on nous parle de démocratie, on nous parle de représentants de la démocratie, tout ça. Donc, je suis aussi pessimiste. Je crois aussi à la base. Je crois au collectif aussi, en quelque sorte. Je crois aussi au mérite et à l'initiative personnelle, dans une optique que ça favorise le plus de monde possible. En fait, pas on tire de son côté et on enlève à l'autre, dans une perspective que ça peut favoriser. Donc, est-ce qu'il y a un réel pouvoir? Ben, si vous parlez par rapport aux entreprises privées, ben, bon, mon collègue parlait de gestion privée des États. Ben, les multinationales ont de plus en plus de pouvoir. Ils édictent les règles, édictent carrément les règles. Et dans les ententes internationales, ce sont les multinationales qui édictent des règles pour se propre favoriser. Donc, est-ce qu'ils ont un réel pouvoir? Je suis pas convaincu que les États ont de moins en moins de pouvoir, en fait. Juste pour répondre à la question de Karina aussi, tu sais, elle dit est-ce qu'il est pertinent d'inclure les pays. La question c'est pas qui inclure, c'est comment on inclut. C'est-à-dire, on peut, il y avait le G25, et puis regardez, je vais être un peu plus, quasiment sarcastique, mais un organisme, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle l'ONU. Organisation des Nations Unies. Le G193. C'est ça, le G193. C'est ça. Qu'est-ce que fait l'ONU depuis quelques années? L'ONU, en 2003, je dois le rappeler, a voté non pour une guerre qui a été quand même pratiquée sans qu'il y ait des sanctions. Ça a permis les migrations de millions, des centaines de millions de personnes jusqu'à aujourd'hui. La destruction de pays comme l'Irak et ensuite la Syrie. En fait, l'idée c'est pas de qui inclure, mais de comment inclure. Et oui, le G7 a un réel pouvoir, c'est-à-dire quand il va décider des échanges bilatéraux ou qui décider de comment on aide les autres. Aujourd'hui, le G7 décide de la manière d'aider les autres. Le G7 dicte la politique au Fonds monétaire international indirectement et la Banque mondiale pour aider les pays en développement à dire si vous voulez qu'on vous aide par des sommes, des prêts, il va falloir que vous suivez exactement cette politique. Et généralement, c'est quoi la politique? C'est une réforme fiscale en faveur des sociétés, c'est une réforme bancaire en faveur de l'ouverture du marché financier et surtout en faveur de la privatisation. Aujourd'hui, on inclut les pays en développement pour en faire des marchés potentiels et pas pour faire des créateurs de la croissance inclusive. C'est ça le problème, c'est pas qui inclure, mais encore là, c'est comment inclure. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci, c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Très généreux, on a passé 2 heures ensemble, alors c'était équité, égalité, inclusion. Je vous rappelle qu'on a fait trois entrevues, donc on a fait le Nord et les Autochtones, particulièrement les Inuits, Ville intelligente et aujourd'hui Équité, Égalité, Inclusion. Alors n'hésitez pas à aller revoir l'une ou l'autre de ces entrevues en marge du G7, donc pas nécessairement en faveur du G7, mais en point de vue critique, n'est-ce pas? Et puis donc Yves Allais, Kamel Béji, merci beaucoup de votre présence. Merci à vous. Plaisir. Merci.